Bonsoir à tous, vous écoutez la fabuleuse histoire du catch RPFR, une émission, hashtag plus gros à l'argent, W c'était mieux avant, peut-être, peut-être pas, on va voir notre réponse là-dessus. Je suis Monsieur Jack Walton et je suis avec mon pote Florian Roy, mon Canadien préféré. Comment vas-tu Florian? Bonjour tout le monde. Ah bah ça va nickel, écoute, hein, moi ça va très bien. On est dimanche, on est chill. Effectivement, Demain je peux dormir. Ouais, donc je suis on se content. pose, Demain matin je peux dormir. on aime Voilà, ça. donc là début d'après-midi, il est quasiment 15h. J'espère juste qu'il sera pas 19h quand on arrêtera d'enregistrer. On a un peu préparé l'émission comme d'habitude, on a tout un fil conducteur et c'est long. Bon, vous savez déjà la longueur, hein, vous voyez bien sur la vidéo le temps que le temps Vous avez s'affiche, vu, mais vous avez vu ça sur peut les être anciennes long. vidéos, vous voyez Ça peut- aujourd'hui avant nous combien de temps ça va durer. On va faire au mieux de toute manière. On pensait que ça allait être relativement simple, mais plus on a creusé, plus il y avait de choses à dire en vérité. D'ailleurs à ce sujet-là, on vous remercie concernant vos réactions de l'épisode précédent, le hors-série concernant la fin de la WEW. Fun fact aujourd'hui, ils tentent de le relancer, ça me fait bien rire. Enfin, je vais voir Ah ce que bon? ça va donner. Oui. Il y a Gemonix qui a voulu relancer le V4 ou le V5, je sais plus. Mais sauf qu'en fait, ils ont directement débunké le truc parce que ce con, il a laissé un double compte ici, il a envoyé une pub en MP à des catcheurs de PW. Sauf qu'ils Ce bon, qui ils sont fait, est interdit. il s'est fait balancer. Moi, j'ai un peu râlé, tu me connais. Et Ah, j'avoue que je suis un petit peu moins actif sur le serveur, je l'ai même pas vu passer celle-là. si, mais c'était un soir, 2 semaines tard le soir. Et du coup, il y en a plusieurs qui sont venus sur son serveur et tout pour regarder ce qui se passe et tout. Et pour le moment, bon, bah, il fait son gym. Comme d'habitude, il n'y a rien. C'est le néant. Enfin, on verra ce que ça donnera d'ici quelques semaines. Enfin bref, on remercie pour vos retours à ce sujet-là. On essaie toujours d'améliorer notre produit. Et aujourd'hui, on reprend la thématique principale concernant la PW et ses débuts. Et on va mettre ça sous un format qui, je pense, sera beaucoup plus intéressant concernant la chronologie, plus intéressant pour nous à construire. On va être sur la thématique Road to Final Warfare. On va Ah, découper la chronologie de Weekly jusqu'au PPV suivant qui mène jusqu'au plus grand show de l'année, toute première édition de Final Warfare. Il y a des choses à dire. Alors je vais vous donner en grande ligne pourquoi on fait ça comme ça. Parce que suite à Rising War, le booking était vraiment un air de très... C'était vraiment une heure très charnière. On a expérimenté beaucoup de choses. On s'est séparé les bookers, on s'est réunis de nouveau plusieurs fois. On a expérimenté plein de trucs qui ont fait que le produit fonctionne aujourd'hui. Et c'est de cette manière-là qu'on va vous expliquer tous les coulisses, ce que l'on a nous en souvenir, qui est resté à l'écrit. Et progressivement, on invitera des invités qui pourront donner quelques éléments confirmés ou ne pas confirmer ce qu'on va dire. Et à ce sujet-là, on va revenir justement dans le contexte. Rising War a été terminé. Victoire de Paul donc Heyman. oui, bien évidemment, Paul Heyman qui du coup prend les rênes pour PW, qui renomme du coup très sobrement le show en du coup PW, vu que le branding, le split pardon, n'a plus de sens, donc le show s'appelle PW, mais Nathan Roy a un atout dans sa poche et sort la carte piège. Oui, mais moi, j'ai gagné mon match à Rising War pour tout simplement rester aussi en tant que général manager et aussi pour des raisons HRP de type c'est lui le GM le plus actif en RP, donc si tu mets que Paul Heyman, les gens ils n'auront pas d'interaction avec les GM. Ça c'était la raison un peu HRP aussi de ce choix. Mais je vous raconte ça comme si c'était un détail, mais ça va avoir une importance capitale pour quelque chose plus tard, mais ça on en reparlera au moment venu. En tout cas, oui, maintenant on est en fin mars, non, on est en fin février, début mars, et la route de Final Warfare qui est déjà annoncée comme étant le show de l'année, c'est annoncé dès ce moment-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, 4 ans après. Ça sera un show qui reviendra tous les ans, à peu près sur la même date, c'est-à-dire grosso modo entre juin et jusqu'à début août, ça dépendait un petit peu des années, mais ça a toujours été dans cette période-là. Et c'est le show le plus important de l'année. Ça reviendra tous les ans. Les itérations seront appelées 1, 2, 3, 4 seront appelées selon l'année. Et du coup, la première sera en 2020. Et le booking est
va vraiment s'axer dans cette direction-là. On va voir 2 PPV pour y arriver. Le premier Hell's Game qu'on couvrira la prochaine fois et un pay-per-view et dont on va vous parler de cette période-là aujourd'hui, donc qui est sur une petite période de 2 mois. On va aller à Until the End, pay-per-view qui du coup aura lieu le 4 avril 2020. Until the Et End, ouais. on en reparlera vers la fin, puisqu'on va parler du processus de comment qu'est-ce qui se passe à ce moment-là exactement à la fin de Rising War pour aller jusqu'à Until the End. Et on va y aller par plusieurs chemins, vous expliquer un petit peu plein de choses qui se sont passées, surtout les actions principales qui se sont passées à cette période-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était une période un peu particulière. Aïe, aïe, aïe. Oui, C'est le oui, oui. rodage. C'est le rodage, mais surtout, on a un énorme problème, c'est que certes, on n'a plus trop le temps pour tenir 3 brands. On a beaucoup de gens qui sont AFK et du coup qui ont été dégagés à la suite de Rising War. Mais on a quand même un très gros roster. Je n'ai plus les chiffres exacts à l'heure actuelle et c'est très compliqué d'aller retrouver ce chiffre exact juste après Rising War. Il y a combien de membres dans le roster? C'est compliqué d'aller chercher ce chiffre exact puisque à l'époque on faisait des listes de rosters et qu'on actualisait au fur et à mesure du temps. On Donc si n'archivait on pas regarde forcément, en fait. Ouais. on n'archivait pas ça par période, on mettait ça à jour. Donc c'est quasiment impossible de savoir la liste exacte. Mais on a un très gros roster et du coup on a un problème. C'est comment est-ce qu'on fait pour Mettre sur la donner à carte. manger à tout ce monde. Voilà, on va dire ça comme ça. Et on va évoquer du coup ce premier moyen, et ce qui va nous permettre aussi d'évoquer du coup le début de cette nouvelle génération. On a fait quelque chose qui se reverra par la suite de nombreuses fois, puisque la PW, quand on regarde son histoire, elle adore ça. Un tournoi. Oui. Un Le tournoi. Il y en a eu tellement. Il y en a eu 3 juste en 2020. C'est beau dire, c'est le premier des 3. Et pas des Dont moindres, ouais. un qui est le Mountain Cup, dont on en reparlera. Les 2 autres. Bon, celui-là est un petit peu anecdotique, mais à l'époque c'était le premier, donc ça avait quelque chose d'assez important et il n'a jamais été refait. Le deuxième, on en reparlera les fois suivantes. Il a de l'importance, un peu plus d'importance, mine de rien, parce qu'il avait un format très particulier et puis surtout le Mountain Cup qui revient lui aussi chaque année. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, Kana, qu'est-ce que c'était que ce tournoi, le premier de la PW? Le tournoi, pas des moindres, pour mettre dans le contexte, qui était parmi les preneurs de décision. Il y avait vu Koki voulait revenir dans le game suite à Rising War. Il y avait Monsieur Florian Roy. Bien sûr, Il y bonjour. avait moi-même et il y Salut à avait toi. Rémi qui était dans le coin aussi. On avait chacun notre manière de faire les choses et la problématique était de mettre effectivement le plus de monde possible sur la carte. Et il y avait aussi d'autres bookers qui bookaient vraiment des petits matchs à gauche à droite, mais Et c'est vrai concrètement les que 4 têtes pensantes, ceux qui étaient au règne du truc, c'était du coup les 4 noms qu'on vient de dire, du coup, nous 2 plus Vuko et Rémi à cette période-là. Il me semble que Austin n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Ah bah non, de toute façon, il arrive. non. Non, il arrive même pas en 2020 en plus, donc Austin, non, ça n'a rien à voir. Non. Et les autres sont même pas sur le serveur, donc bon, voilà. Il y avait un contexte, c'est qu'il y avait plusieurs nouvelles têtes, je parle en proportion par rapport à l'époque et nos moyens, qui étaient relativement nombreux à arriver en même temps. Et on avait aussi chacun de nous, les gérants et les bookers, nos atouts, nos préférences et les sujets sur lesquels nous étions moins intéressés. On a lancé ce tournoi pour pouvoir mettre effectivement des nouveaux, se confronter à d'autres générations sur la carte. Et ça permettait notamment à moi, par exemple, de pouvoir me faire la main sur le booking. J'étais quelqu'un qui m'intéresse au catch, mais je n'avais pas d'expérience du tout dans le booking. Alors qu'il y en a d'autres là qui ont déjà fait ça sur d'autres serveurs par le passé. Moi, je connaissais le contexte du RP, écrire des textes, des histoires. Et je voulais me lancer ce défi-là de pouvoir mettre en avant des nouvelles têtes, les faire booker et les rendre tous convaincants en redonnant des matchs incroyables pour pouvoir justement les construire, mettre une bonne base pour leur carrière à chacun. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent d'ailleurs. Et c'est ça Mais qu'en oui. fait on parle de wrestling era peut-être. Ouais, pour toi, clairement, ça va se ressentir surtout au moment du brain split qui arrivera plus tard. Mais concrètement, oui, sur les 4 têtes pensantes, il y a littéralement 4 visions du catch. Parce Complètement, que il y en a 2 axés beaucoup plus wrestling in ring, qui était du coup la tienne et Vuko. Mais vous avez, au sein de cette vision-là, vous avez clairement 2 visions très opposées du catch que vous voulez mettre en avant de votre côté, puisque
pour résumer extrêmement simplement, tu es très brawl alors que lui est très moderne flashiness. Tu me dis si je dis de la merde, mais si je veux essayer d'être synthétique, je pense que je peux le résumer comme ça. Ah oui, oui, c'est... Ouais. Buko, après, il a déjà son expérience du booking, du catch, et même aussi de ses connaissances de certains matchs aussi. Il regardait un produit beaucoup plus technique, beaucoup plus moderne sur l'utilisation des prises, etc. que moi je regardais déjà moi. Alors que pour mon coup, ce que j'essaie de faire écrire dans le booking, c'est le ressenti des impacts de la douleur, le selling, et que tu te relèves, que ça t'as le dos brisé, les impacts sur la nuque, etc. Et Le moi je vais plus ça. storytelling dans le match, au sein du match. Faire ressentir cette notion de le catch est un sport. Et c'est pour ça que j'ai vraiment embrassé ce concept de tournoi. Je dis, je prends ça en charge. Il me semble que, bon, qui gagnait ou qui perdait, ça, finalement, pour moi, pas grande importance. Il y avait des têtes que j'étais certain Si, alors qu'ils si, allaient pas si, gagner, ça si, c'est si, sûr, si, mais si, si, qui si. allait gagner, ça s'était effrayé au Avait fur et à mesure quand même. Je pense qu'on t'aurait dit la finale doit se jouer entre Kenny Omega et Palace Panda, tu aurais dit Non, non. non. Mais, donc, qui gagnait, non, tu t'en fichais pas à 100% non plus, faut pas abuser, t'avais clairement tes têtes. Mais là, ce qui était très très intéressant pour toi aussi, c'était que, bon, déjà, faire un tournoi, c'est la solution de facilité pour mettre 8 personnes sur la carte sur plusieurs semaines, mais c'était surtout que on avait des vrais catcheurs qui cognent, on avait vraiment des catcheurs qui te correspondaient à ce niveau-là. C'est ça. Et surtout, là, j'en profite pour revenir. Bah là, je vais revenir plusieurs fois sur ce concept de main eventer et de jobber au sein de la PEW. On a tous une vision, un concept de ce qu'est un heel, un face, un jobber, une grande star, un rookie. En tant que booker, à ce moment-là, je voyais pas ça à titre individuel, mais au titre à l'échelle d'un show, d'un produit, d'une fédération. Que tu sois celui qui va perdre tous ses matchs ou celui qui va gagner le titre, tu représentes quoi qu'il en soit ta fédération, ton produit. Et quand tu as une certaine vision de ton produit, que tu te dis ça y est, je peux faire vraiment le produit que je veux, je suis plus bridé par ce que je vois dans la vraie vie, que tu sois jobber ou pas, tu vas représenter l'esprit de ta fédération. Alors par conséquent, que tu gagnes ou que tu perdes, il fallait que ce soit violent. Il fallait que les catcheurs dépassent même la notion de niveau que pourrait avoir un fan à côté de lui. Il fallait qu'ils soient des surhommes dans les grandes lignes. Il fallait qu'ils vendent du rêve. C'est pour Voilà. ça que je mettais les bouchées doubles sur ces matchs-là, sur ce booking-là, pour montrer à moi-même ce que j'étais capable de faire et que tout le monde pouvait être des stars montantes pour la suite. Parce qu'en vrai, il y a des choppers Tout le monde ou dans la presque. vraie vie que j'adore regarder. Ah, mais les meilleurs catcheurs, ça peut vraiment aussi être des gens qui juste savent vendre et te font ressentir qui te font ressentir le truc. Moi, c'est quelque chose qui, dans le RP, m'indiffère complètement, mais à regarder en vrai, il y a rien de mieux que de voir un match avec quelqu'un qui sait vendre, pas juste quelqu'un qui sait porter des prises. C'est ça. Clairement. Et Le selling, concernant, c'est sous-coté, le selling. c'est ça. Et concernant le tournoi, il va y avoir des noms qui sont devenus aujourd'hui totalement OSEF et d'autres qui ont bien remonté. Je pense à Mm. des anciens qui étaient déjà là présents, comme Jason Wolf, il y avait Reikoku Senshi, Lin Cassidy et Nolan Black. Et des personnes qui sont arrivées au cours de ce tournoi. Je pense notamment à, bon, je sais pas si vous connaissez un certain Peter Adams. qui était là. À tout hasard, vous le connaissez, lui? Et oui, il a démarré dans ce tournoi-là, c'est moi qui Eh, le eh, bloquais au eh, début, quoi. eh. En vrai, tu dis ça, mais vu qu'il y a un nouveau vu que maintenant Peter Adams n'est plus au sein de la fédération, que c'est du coup sa sœur, je crois, sœur ou fille. J'ai un doute. J'avoue que je connais plus les affiliations de tout le monde exactement. Du coup, il y a des gens, tu leur dis, ah, je pense que vous connaissez Peter Adams. Je pense qu'il y a des gens qui vont regarder ça, pour savoir qu'est-ce qui se passe avant, et qui vont dire non et premier degré, hein. Bah, aujourd'hui, je pense que ça va, c'est encore assez frais. Tout le monde sait Oui, qui c'est Peter encore Adams. assez frais, c'est encore assez frais. Mais bon, quelqu'un qui arrive il y a pas longtemps, il va te dire, bah, non, je connais pas Peter Pan. Enfin Non, bref. non, non. Peter Adams, il y avait des gens très oubliables comme Palace Panda et Et, d'autres qui mais, justement méritent qu'on parle un peu plus longtemps, qui est Whis Price. mais, Et tous ces mais, noms-là qui étaient là mélangés, qui ont fait ce tournoi. si je peux me permettre, donc oui, donc du coup, le principe, c'était de mettre 4 anciens, anciens avec des gros guillemets, puisque la fédération a à peine 5 mois, mais des gens qui étaient là avec, donc 4 anciens avec 4 nouveaux. Mais si je peux me permettre, Palace Panda aurait été tellement plus oubliable si tu n'avais pas pété ton câble. On l'aurait tous oublié. Mais j'étais très très patient et très sage sur beaucoup de choses. Là, c'est vraiment... Il y a des choses sur lesquelles je peux
Je vais dire rester calme, oser, j'ai dit, bon bah tant pis, t'es pas d'accord, Vous c'est la vous vie. souvenez Mais tu vous vous touches à mon produit, enfin tu manques de respect à la PW, c'est là où je pète un câble. Tu en veux quelqu'un individuellement dans la vraie vie où t'es pas d'accord sur ton booking, j'ai dit, bon écoute, t'es pas content, c'est une chose. Mais si tu te fous royalement de la gueule de ma fédération, de mon show, là je vis au rouge à ce moment-là, quoi. Laisse-moi rajouter du contexte pour ceux qui ne connaissent pas Palace Panda exactement. Donc Palace Panda est un catcheur qui du coup arrive juste après Rising War, ou du moins à son premier match juste après Rising War. Vous vous souvenez là de tout ce que vient de dire euh, Walton sur sa vision du catch? Et bien du coup, il se retrouve forcé à devoir booker un gars dont la gimmick principale est d'être un panda. Et j'étais furieux que les gens aient accepté. Je sais pas pourquoi vous avez accepté cette fiche, putain. J'étais pas d'accord. Voilà. Donc, la gimmick principale était un panda. Que du coup, voilà, juste à la réaction, vous voyez que Walton était légèrement remonté à l'idée d'avoir accepté ça. Je rappelle que moi, je suis très ouvert en termes de gimmick et que Rémi était là dans le staff à cette époque-là, ce qui peut expliquer le fait que quelqu'un avec une telle gimmick a été passé à l'époque. Avec ça, donc, Palace Panda n'est pas spécialement actif, mais il voit ce qui se passe. Palace Panda a son match, il perd, parce que bon, bah, c'est dans l'ordre des choses. On n'avait pas dit Rakana, en fait, Palace Panda, il bat Finn Cassidy, là, tu vois, enfin, bref. Je sais pas contre qui il était, mais bref. Kana, bon, dans ses débuts de booking, va aller voir ce très cher Palace Panda en public dans le général, le mentionne et lui dit, voilà, ça a été ton premier match, j'ai utilisé, je sais pas si tu as vu comment j'ai utilisé ton perso, tout ça, tout ça. Est-ce que tu pourrais me faire un retour? Dans les 2 minutes, il quitte le serveur, sans envoyer un seul message. Sans rien dire. Sans rien dire, il quitte le serveur. Et Walton Bah, j'étais furax déjà. était en colère. Et du coup, c'est pour ça que si vous voyez je sais plus qui c'est qui avait l'ultime panda, c'est qui? C'est Lensosin qui a encore cet acronyme sous son pseudo Discord. Ouais. Eh bien voilà, si vous voyez des fois des pandas, il me semble que encore à l'heure d'aujourd'hui sur le serveur, on a encore des émotes pandas. Mais c'est surtout que personne ne m'a jamais Ils vu sont toujours là. m'énerver sur le serveur à ce moment-là. Il y a un panda et un panda qui pleure en émote Discord sur le serveur. Et c'est uniquement à cause de ça. Ah oui, et sa musique d'entrée, elle faisait panda, 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 panda. Ah, il dit un truc en espagnol et je suis très mauvais en espagnol et ça faisait ah da 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 C'est panda, tout ce que je panda, n'aime panda, pas. C'est tout ce que panda. je n'aime pas, sa fiche perso. C'est-à-dire c'était vide en termes de moveset. Sa gimmick c'était de la merde, sa musique ça sortait par les oreilles. Il y avait rien à en tirer. Il dit vas-y book ça. J'essaie, je fais l'effort de booker cette merde. De le rendre crédible même s'il perdait. Pour dire bon au pire on va le construire au fur et à mesure, on va voir ce qu'on pourra en faire. Il se casse après que je l'ai mentionné, et quelques semaines après il revient. Ah oui, j'avais zappé, mais Et oui. c'est là où j'ai pété mon câble, c'est parce qu'en fait j'ai vu revenir, c'était mon premier permaban que j'ai envoyé sur quelqu'un, c'était à cause de lui. Il se repointe comme ça, et je sais plus ce qu'il disait. Salut, vous RP du catch ici? Je l'ai pas direct. T'auras personne de réponse, j'ai directement bas, j'ai envoyé un message disant c'est pas un moulin ici. Oh putain, J'avais remis. j'avais oublié cette partie de l'histoire. Oh, Oui, il y en a, je te dis, je perds ma ban pas souvent à cette époque-là, mais il y a des trucs, ça me rend fou quoi. Non, c'est bon. Et je crois que c'est vraiment ça qui a fait que vous avez vrillé, vous avez créé des émotes panda. Je crois que c'est après ce coup-là. c'est possible que ce soit après ce coup-là, ouais. Oh, bref. Oh, il y a mon chien qui me regarde bizarrement en mode bah c'est quoi des bruits que tu fais avec ta bouche là, vu que je rigole, là, j'ai du mal à me contenir. Bon, non Ah mais oui, non mais passons à c'était autre chose. franchement. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Et oui, moi j'aimais bien en 10 secondes pour parler du booking de Peter Adams à ses débuts. J'ai revu un petit peu là, effectivement, là, comment il voulait être booké, comment j'ai envoyé. Bon, ça confirme effectivement pour comment il était devenu après. Ultra agressif, très dangereux, très violent. Et surtout, là, une différence de l'époque, c'est qu'il était très insolent. Il était pas mal dans la provocation. Un petit à l'image d'un CM Punk en 2005 quand il débutait. C'est-à-dire, t'as la bave aux lèvres, tu veux en donner et t'es prêt à tout. Oh, C'était ça 2005. l'esprit, quoi. Il était dans la provocation,
il jouait d'un petit peu de psychologie sur son adversaire pour vraiment le pousser à bout. Et s'il n'y arrivait pas, hop, allez, un petit coup bas et je reprends le dessus. Il a réussi comme ça à monter assez loin quand même dans le tournoi. Et ça matchait très bien avec les autres personnes qui ont continué dans le tournoi, qui ont réussi à passer des rounds, hein, avec notamment des Nolan Black. On a déjà parlé, mais c'est Nolan Black, c'est le cogneur impulsif, tu me Celui parles de, qui... tu me parles de travers, Clément dans ta gueule. Et à côté de donc on en a déjà parlé, mais et du coup d'un autre nouveau arrivant, un certain Whis Price. Et là, en termes de booking, de psychologie de personnage, ça n'a rien à voir. C'est déjà beaucoup plus mystique, beaucoup plus difficile à cerner. Et là, on pourra en parler plus tard, mais c'était devenu un peu notre projet, toi et moi, Mathias. Oui, C'est devenu Whis Price. parce que On a il rarement avait autant investi sur un personnage tous les deux. En fait, il avait ce que j'adorais et ce que t'adorais. C'est-à-dire qu'il avait il avait une gimmick, il avait quelque chose à en tirer, il avait un côté très mystique, très cryptique, que personne vraiment n'avait à l'époque, plus un côté de style de combat qui était très physique, Muay Thai et arts martiaux de ce style-là, qui matchait très bien. Et du coup, on était tous les deux très à fond pour deux raisons complètement opposées, mais qui faisaient que, ouais, c'est à l'heure actuelle un gars sur lequel on a malheureusement trop misé par rapport au fait que, spoiler, il était quasiment jamais actif, malheureusement, quasiment jamais là. Hop. Mais du coup, ce petit truc a fait que ça se joue des fois à pas grand chose, mais avant même de te voir RP, avant même de voir comment tu interagis sur le serveur, parce que oui, ça compte, tu peux taper dans l'œil de booker juste avec une fiche. Et certains ont, À cette époque-là, sa fille, justement, elle se démarquait juste largement des autres. Ouais. certains, juste avec une fiche, on faisait se dire, ok, lui, je suis prêt à me dire, ok, lui, on va le toucher. Alors que des fois, t'as d'autres gens, tu regardes le truc, tu fais, bon, lui, il faut le mettre dans un programme. Je sais pas toujours volontaire, c'est pas toujours volontaire. Je dis pas que c'est encore le cas aujourd'hui, puisqu'on est tous les deux plus du coup dans le staff des gérants, mais ça se fait forcément de manière volontaire ou non, mais juste avec votre fiche, des fois que vous allez vous faire push ou que ça va être plus compliqué, où il va falloir que, pour qu'on vous apprécie, il va falloir que ça passe plus par le replay par l'extérieur ou d'autres choses, et ensuite que des fois on vous fasse confiance. Mais et j'aimerais voilà arriver sur un autre point dont on voulait parler, parce qu'il y a d'autres gens qui sont arrivés sur cette période-là avec des fiches incroyables. En lisant certaines fiches, on sait que vous avez 13 ans, des fois. Ouais, là, franchement, putain, mais on est pas sûr, Pas mais tous, parfois j'ai l'impression que c'est des une fois on fait garderie, des erreurs. parfois. Hein. Enfin, Des fois on fait à des l'époque erreurs. surtout. Mais en vrai, tu dis, à l'époque, c'était grave le cas. Et surtout parce qu'à l'époque, on avait notamment le Scooby Gang, qui était très jeune à cette époque-là. Et pour certains, Et toi, qui heureusement que faisaient t'as passé ton n'importe BAFA quoi. pour faire du booking à Pau, toi, parce que Oui, j'aurais c'est pas vrai pu, moi. à l'époque, j'étais plus dans ce truc-là en plus. J'étais un peu plus dans le social et compagnie. J'étais dans mes études de social et j'avais mon BAFA, donc oui, ça, je connaissais. Mais ouais, il y a des fois juste à lire vos fiches, et je le vois actuellement. Je dirais pas de nom, hein, mais il y en a certains, juste à certaines fiches, on peut savoir quel âge vous avez. Et juste à certaines fiches, des fois on se dit non, lui, j'ai rien envie de faire avec. On avait l'exemple de Palace Panda, mais on Ouais. en a d'autres exemples sur cette période-là. Oui, oui, j'y reviendrai justement sur un gars qui était déjà là, mais Ah, on en reviendra plus tard. pour revenir au tournoi, Ah, pardon, excuse-moi. à contrario de Palace Panda, il y en a un qui était déjà là, qui pour le coup, effectivement, n'était déjà plus actif, mais sur sa fiche perso, il y avait un potentiel justement de Warcrate incroyable, c'était Reikoku Senshi, que j'ai tiré jusqu'au bout pour faire les meilleurs matchs possibles. Et par rapport à ce que j'ai fait, de mon exemple, de ce que j'ai appliqué, si je devais donner un exemple de jobber, comment il devrait être booké et exécuté, c'était Reikoku Senshi à l'époque. C'est-à-dire, il avait des gros movesets que tu pouvais voir à la New Japan, un gros selling, un jusqu'au boutisme. Il se battait pour son honneur, ce qui faisait que les matchs étaient d'autant plus bonifiés, ça rendait beaucoup plus important la victoire et décisif pour la carrière de son adversaire. Rendait Je beaucoup suis, plus crédible les matchs. je suis Parce que pratiquement sûr que tu l'as déjà fait dans l'épisode 2, ça. Je suis j'ai parlé, pratiquement sûr. Ouais.
J'ai De, parlé de... de. Parce que, en fait, il fallait que je reparle parce que le tournoi, c'était vraiment cette définition. C'était Ouais. vraiment le moteur même des matchs pour pouvoir Et mettre en puis, avant les autres. et Parce que le vu qu'il selling, était j'en claqué. reparlerai peut-être sûrement dans d'autres épisodes parce que Ah oui. c'est le cœur même d'un match de catch. Et ce qui d'ailleurs peut manquer à certaines périodes de la PEW. Ah, D'ailleurs, on va en ok. parler, ça. Mais... Et Non, ce qui fait que. ça, c'est autre chose. Et ce qui fait que ce Mais tournoi-là a push la si je carrière puis de me Peter permettre, Adams. Ouais. si je puis me permettre, je dirais même pas forcément à une période, mais plus à des bookers. Et Ah, des bookers, à oui. titre personnel, je sais que j'en faisais partie. De ceux qui, bon, le selling, bon, ça se mange. Voilà. Voilà. Moi, je sais que j'en faisais partie. Selling, c'était pas mon fort. J'ai essayé de me baser sur d'autres choses, moi. Mais voilà. En pénitence, pour éduquer les bookers sur le selling, il faut leur faire écouter la fameuse histoire du catch sur Ric Flair. Comme ça, là, on va entendre parler pendant 2 heures de selling, et là, ils vont comprendre peut-être ce que c'est. Enfin Ouais, bref. ou celle de Hogan, je pense que celle de Hogan, on doit en parler, mais peut-être d'une autre Ah, manière. ouais. En fait, on l'attend toujours celui de Hogan, mais je pense pas qu'il verra le jour. Non, Non. je pense pas non plus, malheureusement. Et enfin bref. Là, concernant le tournoi, il y a des. Ouais, il y a eu un gros match, il y a un gros spot justement qui a fait peur. On croyait que c'était la fin de la carrière de Peter Adams, c'est qu'il avait un gros spot, un gros bump où il est tombé sur la nuque, sur le bord du ring, sur l'extérieur. Ce qui a donné la victoire à Wyse Price, qui l'a mené à la grande En finale. finale, Wyse Price contre Nolan Black. Et là, bon après, justement, c'était le push de carrière de Nolan Black pour moi. C'était un type qui était apocalypse et que j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir y toucher à ce personnage. Je disais, il y a putain de potentiel, il est vénère, il a la hargne. avec Il son a, petit il pote Jim est, Onyx. il était très investi dans le catch aussi à ce moment-là. Il était à fond, il marquait IRL concernant son perso, il devenait fou. Oui, Et ça me faisait rire. Ah vas-y, il y a trop un truc à faire avec lui. Il devenait oui. taré dans la vraie vie. C'est trop C'était bien. c'est très agréable de booker pour des gens comme ça qui prennent le truc. Bon, lui, il était à l'extrême parce que vraiment, pour le coup, il le prenait trop à cœur. Mais du coup, c'est agréable de booker pour des gens t'as l'impression qu'ils ressentent leur haut et leur bas. Bon, vraiment, il y en a qui marquent de trop, mais c'est très agréable de booker pour ces gens comme ça. Et Bref, là, malheureusement, bah, il je n'y a voulais pas faire que des ressentir sa rage de vaincre dans le booking où il s'amusait souvent à frapper, cogner par surprise l'adversaire avant le match, ce qui l'a valu Ah, mais c'est justement même pas par... s'en sortir à chaque fois, jusqu'à ce qu'il tombe sur Wyse Price qui lui joue sur la psychologie, sur la stratégie, et que ça Ouais. marchait pas, et qui jouait justement le fait de rendre fou Nolan Black jusqu'au bout. Il jouait là-dessus. Wyse Price, il était impassible, il t'arrivait pas à le faire peur, t'arrivais pas à à le mettre en colère, et surtout qu'il était très dangereux sur ses prises, Wyse Price, vu qu'il touchait à du Muay Thai, et ça On va rendait ce match justement qui était le summum du tournoi. C'est vraiment la finale. Si un match à voir, c'était celui-ci, c'est l'aboutissement du travail qui a été fourni sur ce tournoi-là. Nolan contre Et Wyse Price. est-ce que c'est le meilleur match du PPV? En vrai, presque. Il me semble qu'il y en a un autre qui avait un match qui était vraiment bon. Alors, en termes de. C'était l'opener de Until the End. C'était l'opener. Et on n'a plus accès aux notes historiques. Ah, c'est dommage, hein. Ah, peut-être dans les archives, tiens. Dans les archives, t'as les notes des PPV. Je crois que tu peux Ah oui, retrouver. ils sont là, ils sont là, ils sont là. Juste pour voir les avis de l'époque, puisque bon, bah forcément, j'ai relu ça avec mon œil d'aujourd'hui. Je me disais que bon, c'est quand même léger, hein, mine de rien, le booking de l'époque comparé à maintenant, Bah, et c'était surtout extrêmement inégal. En vérité, c'est pas trop compliqué. Enfin, c'est pas trop long à lire aujourd'hui, les matchs de Mais l'époque. retapez-vous les matchs les shows, si vous avez envie, vous allez dans Archives, vous allez dans PPV. Du coup, comme ça, vous avez les notes de l'époque, certes, mais surtout, vous avez très facilement la date des shows, puisque les notes sont faites soit le jour même, soit le jour d'après. Donc, vous avez la date des shows. Vous n'allez pas y passer des heures, hein. Il y a des matchs, littéralement, selon comment ton écran il est organisé, tu as l'intégralité d'un match normal sur ton écran. Sur le Enfin, show PW si tu Revolution Night, vous aurez accès cut les entrées. à partir du premier épisode de PW New Era, ce qu'on parle. C'est à partir de là, parce qu'Archive, tout le monde n'a pas accès. Mais Si, tout le monde a si vous accès. démarrez. Les Si, si, archives, si, t'es si. sûr? Si. Alors, ça dépend quoi, mais le channel PPV dans Archive, tout le monde y a accès. Ouais, si tu le dis. Ils feront ça alors. Et ce qui fait Et, qu'en termes de si vous... Warcrate, Ah oui, effectivement, ce match-là, oui, et juste, il du est coup, si possible. vous cherchez les shows en eux-mêmes, avant
le fait que les PPV soient dans un channel à part entière, c'est quelque chose de récent, ce qui fait que si vous voulez chercher les vieux PPV des fois dans lesquels on parle, il faut aller les chercher dans le channel de show de Revolution Night, le classique, celui où il y a les shows du entre guillemets main roster, puisque bon, voilà. Mais du coup, si vous voulez vous retaper des vieux trucs, c'est dans ce channel-là qu'il faut aller chercher et pas aller chercher dans le PPV, puisque dans le PPV, il doit y avoir les PPV de 2024 et 2023, peut-être fin 2022, je sais plus quand est-ce que le truc a été mis en route, mais avant, il faut aller là-bas. Vu qu'on Ouais. a quand même bien empêté dessus, du coup, le résultat de ce match, bon, la Résultat, à victoire de l'issue, Nolan, voilà. Nolan a gagné ce tout premier tournoi historique de la PW qui l'a permis de faire son push et de justement montrer enfin, après des semaines de galère avec Apo, ce qu'il voulait montrer au monde entier, c'est-à-dire ce qu'il pouvait faire sur un ring. Il a fait jusqu'au bout contre un gars qui, mine de rien, même s'il a perdu en finale With Price, on entendra encore parler de lui après, oui, clairement. et pas qu'un peu. Mais trop pour ce qu'il a été actif, Et beaucoup trop. faut savoir qu'à ce moment-là, Nolan Black, après sa victoire, il Ah, a il convaincu était tout le monde. En ce moment-là, au niveau crédibilité, il n'y a pas de problème. Ah Il oui, pouvait faire ce qu'il voulait. je voulais revenir sur un point aussi, un autre point très important. Il n'y a pas que votre fiche qui peut juste faire que avant même de faire quoi que ce soit, ça passe mal. RP, c'est super important. Ça montre que vous suivez ce qui se passe, ça montre que vous avez envie de vous investir sur le serveur et c'est super important de RP. Au minimum, envoyer un petit message sur Twitter. Le mieux, c'est d'aller de temps en temps backstage et de faire de temps en temps des promos libres, notamment, d'avoir des interactions avec des gens. Mais il y a un truc qu'il faut faire super gaffe et qui peut vous ruiner beaucoup de temps, entre guillemets, c'est de ne surtout pas vous auto-décrédibiliser. Parce que c'était le cas pour Nolan Black. Ce qui faisait qu'on a mis du temps avant de faire confiance à Nolan Black, ce qui fait que John Master à Apo a été pendant pas mal de temps considéré comme entre guillemets une fraude, alors que c'est historiquement le tout premier champion du monde de l'histoire de la PW. C'est parce que c'est des gars qui s'auto-décrédibilisaient en RP. Et notamment pour le cas de Nolan, c'est l'incroyable, non pas son excès de violence backstage, c'est quelque chose qui se faisait à l'époque et qui n'était pas forcément décrédibilisant, mais c'était son incroyable relation avec Jim Onyx, le je t'aime moi non plus, le on fait équipe, 2 jours après, je veux plus jamais lui parler, et puis la semaine suivante, on se remet ensemble, on veut rechoper les titres par équipe, etc. Voilà, c'était que des trucs comme ça qui l'ont beaucoup décrédibilisé, et il a fallu littéralement passer par là pour qu'il soit vraiment considéré comme upper mid-card, voire potentiellement aller chercher d'autres choses derrière. Donc RP c'est très très important, mais faites gaffe à comment vous RP. Et ne faites pas le conseil que je peux vous donner, c'est changer de camp. Ça peut être bien, ça peut être impactant, mais ne le faites pas tout le temps. La girouette, c'est très très mauvais pour vous. Voilà, c'était le petit Non, conseil de Roy. vous perdez la confiance de tout le monde en faisant ça et après, il n'y a rien à Et faire vous, avec vous. et vous cassez les couilles au booker en quittant de vous-même des équipes. Faites-le si vraiment c'est des choses qui, bon, bah voilà, je voulais quitter un clan, vous voulez scinder une équipe parce qu'il y a une relation qui RP ne passe plus pour X ou Y raison. Faites-le, c'est normal. Le roleplay, c'est ça aussi. C'est vous qui impactez directement ou indirectement votre booking. Mais si vous faites la girouette, vous allez juste péter les couilles aux bookers qui vont se dire bon, bah voilà, moi j'ai passé tant d'heures à écrire mon match, on a passé tant d'heures à réfléchir à des histoires de storyline qui, bon, des fois sont que sur quelques semaines, mais des fois quelques mois. Et à force de faire la girouette, on sait pas ce qu'il veut. Bon, on n'a pas envie de créer un truc sur le long terme, voire des fois même sur le moyen terme, parce qu'il peut le casser tout seul juste en faisant de la merde. Donc voilà, je sais que des fois c'est chiant, mais essayez de vous y tenir, de vous tenir un minimum, de pas faire la girouette, de pas trop vous décrédibiliser, puisque des fois le nombre de fois où ça m'a pété les couilles d'être responsable de booking d'un type qui faisait de la merde backstage, j'étais à Apo, hein. Apo 2019, Apo 2020, bon, Ouais. j'en ai vu passer, hein. Et Mais encore, voilà. franchement, nous, ça va parce on avait l'effort d'être très flexible sur sur le long terme. Oui, On pouvait, si quelqu'un changeait un truc dans les 2 semaines, on changeait. ça pouvait avoir un impact. Aujourd'hui, J'ai l'impression que c'est moins le cas, ouais. aujourd'hui c'est plus compliqué. Ils voient sur du très très long terme, très rigide. Donc si vous changez un truc, bon courage pour pouvoir être push par Non, par l'équipe actuelle. C'est un Faites attention à problème vous.
c'est un vrai problème que je trouve sur la façon de gérer actuellement. Enfin, mais la vision à trop long terme. Bah, ça c'est D'ailleurs, en parlant de notre vision, booking à long c'est notre terme, génération, ça, c'est tout. en parlant de booking à long terme, faudra qu'on en parle à un autre moment de Mathias Reul, le roi du booking à long terme. On en reparlera, on va débunker des choses aussi. Ouais, il va passer à la casserole aussi, lui. On va débunker des choses. On va débunker des Et en choses quand parlant il arrivera. justement de débunker, on a parlé du tournoi qui s'est passé durant cette période jusqu'à Until the End. Il y a une chose qui, en termes de contenu, est justement beaucoup trop pauvre par rapport à ce qui devrait être, c'est l'ère de champion majeur pour Lens Austin. Ah, ah, Et ça, pour le coup, il y a des gens qui mériteraient de recevoir des tapes sur les doigts parce que ça, c'est surtout une faute de la part des bookers, là, cette histoire. Lance Austin a gagné le championnat et le champion majeur de la fédération, la PW dans l'intégralité, suite à Rising War. Et suite à cela, on a effectivement été chacun sur était focus sur bien des choses, donc moi notamment sur le tournoi pour la partie Warcrate. Rémi, qui était en conflit avec lui-même on va en parler justement on, sur tout on ce en qu'il a fait. parlera. Il avait ses storylines qu'il voulait gérer et on le laissait faire Et toi jusqu'à un certain justement, point. Mathias, qui était un peu en opposition avec ce que faisait Rémi, ce qui faisait que tu bookais toi-même ton contenu pour On en contrer les reparlera, plans on en de reparlera. Rémi. On Et en ce qui reparlera fait très vite. que Lens s'était un petit peu mis de côté dans le booking. Il y avait éventuellement Vuko qui avait son projet concernant Lens, qui était son personnage principal à Vuko, qui était à l'époque Le, Jack Black. le gros problème que j'ai avec le team de Lens à l'époque, c'était... Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait 2 consignes, concrètement, de ce que je m'en souviens. On est obligé de faire de mémoire, puisqu'on a tous les deux plus accès au chat en question où ça se débattait. Oui, sur Et, le chat staff, on n'a plus accès, donc et, on fait avec nos souvenirs. et honnêtement, je pense que le chat staff de l'époque, plus personne n'y a accès, puisqu'à mon avis, je suis même pas sûr. Je pense qu'on l'a nous-mêmes supprimé quand on a fait nos refontes au fur et à mesure du temps. Et si c'est pas nous qui l'avons fait, à mon avis, le staff actuel a forcément dû faire du tri dans tous les chats parce que il y a un moment, c'est un énorme bordel. Donc je pense que c'est des archives qui n'existent plus. Donc maintenant, c'est que de la parole et du souvenir. C'est du Lost Pour Media, moi, ça. pour moi, le Austin a, à mon sens, un des règnes les plus faibles de toute l'histoire de la PW. Et à mon sens, le problème, c'était qu'il y avait qu'un truc qui était écrit, c'était la fin. Ouais, Et il que était champion pour le garder pour il garder le était, titre au chaud, quoi, en fait, il malheureusement. était champion pour que Jack Black le batte. Point barre. Jack Black, donc le personnage du gérant en charge du serveur à l'époque, qui était encore très actif dessus et qui bookait régulièrement. Ce qui fait que, bah, concrètement, il avait interdiction de perdre 2 matchs et de perdre le titre. Bon, logique, c'est le champion du monde. De toute façon, on ne va pas faire paumer le premier vrai champion du monde, enfin, le premier champion du monde, puisque actuellement, il y a, entre guillemets, 3 titres mondiaux avec le titre de Phoenix, le titre d'Apo, mais celui de Strong Style était au-dessus. Mais du coup, on n'allait pas le faire perdre tout de suite, c'était normal, mais on ne pouvait pas construire de vraie rivalité. Et au final, bah, il y a eu 3 défenses en tout. Donc là, bah, il y a eu celle d'Agoba au tout début du coup de cette nouvelle période, où revenant sur du coup une histoire de confrontation de tweets. Tu l'avais pas noté ça dans ta suivi, mais je m'en suis Lance rappelé. Austin disent contre Agoba, oui, c'est ça. Lens aussi Et contre Mathias qui dit Agoba. le seul ego, c'est le mien qui dépasse celle de la pièce. Je sais plus ce qu'il disait. Oui, non, ça c'était mon ego qui me faisait dire, oh, j'avais fait quand même une vraie punchline, il faut que je la montre. Mais du coup, voilà, il fallait malheureusement faire en sorte que Lance Austin, de toute façon, il devait garder le titre. Ce qui devait se passer, c'était que Jack Black devait aller et avait donné un compte à rebours à Lance Austin de 3 mois pour aller chercher son titre. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la pause et il y a eu Rising War. Ce qui fait que les 3 mois étaient bien dépassés déjà depuis longtemps. Donc il fallait que Jack Black revienne pour un autre ultimatum. Concrètement, Lance Austin a eu des rivalités secondaires avec du coup un match pour le titre comme ça donné à Goba basé sur une petite rivalité sur Twitter puisque à l'époque les deux étaient sur 2 rosters différents. Et du coup Jim Onyx avait gagné son match à Rising War. Il avait gagné une opportunité au titre. Et Ça, c'était avant l'existence, c'était effectivement, du Gift to the Hell. Là, c'était voilà. juste un contrat. C'était le prototype du Gift to the Hell, On, en vérité. on peut l'appeler comme ça, c'était le prototype du Gift to the Hell, et du coup, à Until the End, Lance Austin s'est fait challenger par Jim Onyx pour son contrat, puis comme tout le monde s'en est douté, il a gagné, Eh oui. et il a gagné, et puis du coup, il a eu 2 défenses, puis il a gagné,
Et puis Jack Black, à la fin, il est venu, il a fait coucou. Il a fait j'arrive. Et du coup, le chemin a été tracé pour 3 mois de booking, alors que 90% du serveur ne connaissait pas Jack Black à l'époque, et que ça, j'y reviens, ça me bute toujours autant. C'est que et toute cette storyline a été écrite comme si tout le monde connaissait Jack Black et Lance Austin, mais ça, on en avait déjà parlé. Et du coup, mais je crois qu'on avait déjà évoqué ça, mais voilà, du coup, on a eu beaucoup de soucis avec ce premier stream de Lance Austin. Heureusement, Lance Austin aura ses heures de gloire plus tard. Bon, faudra, mais Ce après qui, 2020, parce que la fin de ce qui est 2020, c'est désolant, pas. c'est que. Enfin, ce qui rend triste, en fait, en prenant du recul, c'est que Lance Austin, il était quand même investi. Il écrivait des promos libres, tout ça, il essayait de Ah oui, mettre en non, mais avant son perso, mais là, c'est clairement la faute des bookers, puis il bookait des matchs la déjà à carrière l'époque, de de. temps en temps. Ouais. Il bookait déjà. C'est vraiment de notre faute, là, l'utilisation du règne de Lance, qui Bah, était vraiment, en fait. Bon, on était de toute manière au début encore de la fédération, et on s'est dit, bon, on voyait le truc, bon, il est champion, ça, il est crédible, ok, bon, on passe à autre chose. ouais, et Et puis on du faisait, il y coup, avait bah, rien on il y lui avait a rien à faire. balancé des défenses random avec ce qu'on avait. Et ce qu'on avait, c'était pas grand-chose. Parce qu'on n'avait pas le background. Bah non, tout était à construire, tout était en chantier. Donc voilà. C'était pas. Puis je tiens à dire non seulement c'était la faute à Vuko pour ce point-là, j'étais pas assez disponible parce que je débutais en tant que booker et que je voulais avoir du work rate. Mais il y en a un pour lequel j'ai beaucoup de choses à dire, à reprocher à l'époque en tant que booker et gérant. Malheureusement, c'est surtout le problème, je pense que c'est parce qu'il était gérant, c'était Rémi. Puis pour Austin, je le glisse comme ça sera vraiment de notre faute à vraiment nous deux un peu plus tard dans l'année. On en reparlera Ouais. de la NSW là. De- Ah, Mais on en reparlera. non, 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 chaque chose en son temps là. Là, chaque chose en son temps. Là, c'était particulièrement de la mienne. Le Mais conflit. bref, Rémi. Déjà, Rémi était à une époque gérant, au même titre que moi, au même titre que Mathias, au même titre que Vuko. Et si je puis me permettre juste avant, donc on l'a évoqué du coup, Kana et Vuko sont de ce côté très work rate du spectre, très le catch c'est sérieux, c'est business. Et avec Rémi, on était tous les deux de l'autre côté du spectre, du côté divertissement. Et à notre manière, un petit peu comme un miroir, comme Kana et comme Vuko, on était de ce même côté de l'arbre, mais avec deux visions qui étaient vraiment opposées. La mienne étant que moi, si j'étais booker, c'était surtout pour raconter des histoires. Le catch était vraiment juste un outil et le côté storytelling en soi des matchs, en sein des matchs, était plus là pour faire écho aux histoires et à ce qui était raconté avant. Et l'in-ring en elle-même, bon, clairement, si tu enlèves Rémi qui nous pondait des boosts en termes d'in-ring atroces de temps en temps quand même, j'étais le pire booker du lot. Si tu enlèves ceux qui ont booké qu'un seul match occasionnellement, bref. Mais des récurrents, j'étais vraiment le pire booker en termes d'in-ring, mais du coup, moi, j'étais là pour le storytelling. Et comme tu résumes si bien, Rémi, de ton côté, Rémi était du côté Vince Russo de la force. Ah, mais complètement. Si j'étais Jim Cornette, il serait Vince Russo à ce moment-là. C'est vraiment le jour et la nuit. Et ça me rendait fou. Même en y repensant, j'ai des souvenirs d'avoir envie de le taper pour de vrai, pour des trucs. Mais. Et avant que Kana ne déblatère sur pourquoi il a envie de faire de figurativement tuer Rémi pendant 20 minutes, on peut apprécier le catch de différentes manières. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Je tenais juste à faire ce petit rappel. Vas-y, sors ton couteau. Comprenez une chose, ce que je reproche à Rémi, ce que je vais déblater concernant son rôle en tant que gérant de Rémi ne concerne pas le produit qu'il aime. C'est plutôt comment il utilise ses pouvoirs et les problèmes ce que ça a généré par la suite. Comme j'ai dit, ouais, j'ai pas, pour moi, à chaque fois, pour tout ce qui est de la PWS, il n'y a rien de personnel, c'est la priorité, c'est la compagnie, c'est la fédération, rendre le meilleur produit possible. Pour ce qui est de Rémi, avec le pouvoir qu'il a, il a toujours tenté de mettre beaucoup trop en avant son produit au détriment des autres, et notamment utiliser son statut pour mettre en avant son personnage principal, beaucoup trop, pour de Et différentes si je puis manières me possibles, permettre, et de manière fourbe parfois. C'est vraiment un si je puis Hogan me dans l'âme. permettre, le problème aussi, c'était pas forcément que son produit en lui-même, puisque maintenant il n'y avait plus vraiment de produits, on était tous sous la même brand, c'était aussi surtout les mauvaises personnes. Et quand je dis les mauvaises personnes, c'est sous-entendu les inactifs complets et les personnages qui sont juste trop laids, quoi. Et en leur donnant beaucoup plus de temps
que nécessaire. C'est ça. Il y a plusieurs points pour parler justement de ce que je reproche sur le pouvoir qui a été confié à Rémi. Il a un gros problème concernant l'utilisation du spotlight et à contrario, une non-utilisation du selling dans son booking et dans ses matchs. C'est-à-dire, j'ai revu plusieurs fois les cartes, il a toujours besoin de mettre en avant son personnage au détriment de tout un clan, toute une partie de la branche du roster, alors que on s'en fout. C'est pas qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est juste qu'il y a plus intéressant à faire, et s'il y a plus intéressant à faire, tu mets en avant le reste. C'est vraiment le booker qui veut être main eventer. C'est littéralement ça. Un petit peu, ça s'est fait à l'époque pour de vrai. Je crois que Dusty Rhodes à la WCW, c'est ce qu'il faisait, et ce qui a déplu à beaucoup de catcheurs. Il y a des gens comme ça qui le font, et ça les rend fous. Et ça me rendait fou avec Rémi. Il y avait un gros problème justement concernant le fait de mettre toujours son personnage en avant. Et lorsque j'en parlais, qu'est-ce qu'il disait pour répondre à cela? Il disait bah donne-moi le main event, je vais arranger le coup. J'ai dit on te voit trop. Il me répond bah donne-moi le main event pour qu'on me voit encore plus. Je voulais le taper. C'était le paradoxe de. C'était extrêmement drôle. Cette réaction, je m'en souviens. C'est devenu un mème en interne pendant extrêmement longtemps. On te voit trop et Kena qui dit parce que ça. Et Rémi qui répond juste donne-moi le main event, je vais arranger ça, point. Spoiler, on lui a donné. Spoiler, c'était affreux. Et c'est le Voilà. problème, c'est que il se mettait beaucoup en avant sur le fait que ce soit un ancien. Genre, je veux bien, ok, t'étais un ancien, t'as déjà fait du RP catch, t'étais à la NSW, super, on rigole bien, vous aimez ça, ok. Et ça a été appuyé par Vuko qui voyait Rémi comme potentiellement l'un de ses disciples. Il a été Ça, validé par les anciens, il a effectivement, été par tous ces validé par anciens. les anciens. Donc nous, on dit, bah, Et, ok, c'est beau, il sait faire les choses. et ce qui est fort, c'est qu'il a réussi à perdre la validation de ses anciens. Ah oui, bah Là oui, où non, toi, mais tu, là, comment faire autrement? là où toi, tu l'as gagné. Bravo, félicitations, je m'incline. Non, mais c'est ça que je comprenais pas, c'est tout le monde validait, tout le monde le survendait. J'ai dit, bah, ok, vas-y, fais. Ces matchs, si vous revoyez ces matchs qu'il a bookés, ce ne sont pas des matchs de catch aujourd'hui. Déjà que les matchs à l'époque étaient beaucoup plus courts qu'aujourd'hui, et Pour ceux une de très Rémi, grande part. pour le peu, c'est déjà un peu plus court que les nôtres, mais le contenu aussi, c'est bâclé. Et ce qui m'énervait, parce que j'en parlais justement en off avec Roy, c'est qu'il compensait son manque de work rate par l'utilisation de stipulations à tout va qui sont utilisées normalement pour des moments très importants, genre une fois par an. On en reparlera de la stipulation utilisée à Until the End. Il me semble que cette situation n'a jamais été réutilisée depuis. Ah bah c'est l'exemple pour confirmer qu'il faut plus jamais refaire ça. À moins que ça ait été fait pendant la période en 2022 où j'étais pas là et du coup bah forcément je l'ai pas vu. Non mais Mais il a ça n'a utilisé des jamais outils été utilisé. il a utilisé des outils qu'il n'aurait jamais dû utiliser, qui devraient être utilisés par des personnes averties pour faire des trucs vraiment particuliers. Là c'est vraiment j'utilise tout ce que j'ai en main pour compenser, dire regarde, c'est comme si t'as 100 000 $ de budget, il va l'utiliser en 100 000 $ sur du feu d'artifice pour faire quoi. Regardez, c'est super. Non, il est où le match? Il y a pas de match, il y a rien du tout. L'exemple concret, je vais pas vous redire un match, puisque forcément ça perdrait son sens de vous reparler d'un match maintenant, je vais vous parler d'un angle. Un angle en particulier. Nous sommes juste après Final Warfare. Et... pardon, Rising War, excusez-moi. Nous sommes juste après Rising War. Qu'est-ce qui se passe? Rémi et Phoenix sont perdus, donc Rémi n'est plus GM et du coup passe catcher. Il y a un renouveau dans son clan, qui est du coup le clan du Phoenix Sunshine, qui se transforme en Phoenix Order. Et du coup, avec l'arrivée d'Asmodai, etc., etc. Bon, bref, que là, du turnover dans le clan, Asmodai avec ses disciples rejoignent Mathias Roy et Kenny Omega, bref, pourquoi pas. Là où c'est le problème, et ce qui a été beaucoup reproché à Rémi, c'est sa surutilisation d'un certain personnage. Et là, ceux qui savent de quoi je parlais se remettent sur un siège en se disant on va rigoler. Vous voyez, Le personnage de Ridou, mesdames et messieurs. vous vous rappelez là de ce mème là de Sturi, c'est fun, c'est fun. Ça C'est c'était fun. là c'est la surexploitation dans la vraie vie de ce mème, mais pour de vrai, il le pense pour de vrai. Là où c'était une blague à la base. Ridou apparaît sur le titre entrant aux 2/3 d'une promo de Rémi, du coup, annonçant l'arrivée d'Asmodai dans le clan. Ce très cher Ridou, qui a gagné son concours et son match à Rising War, rappel du contexte, Ridou était dans le match du Greatest Loser Match. C'était un match entre littéralement les 3 pires
catcheurs de chacune des brands. La stipulation était telle que les deux qui perdaient, donc celui qui prenait le pin et celui qui ne gagnait pas le match, ces deux-là étaient virés et le dernier était conservé au sein de la compagnie, mais avec un sursis parce que tout le monde savait qu'il puait la merde. C'était littéralement le match entre les 3 pires catcheurs de la fédération. Donc Riddle est encore là, c'est parce qu'il l'a gagné. Il a battu Albert et j'ai oublié un énorme jobber de Strong Style que je sais plus qui c'est. Dans un match comprenant un Shifumi, on parle de catch, on parle d'un gars dans la branche Vince Russo, donc vous comprenez peut-être l'idée. Et du coup, ce gars-là se ramène en se disant, donc sur l'écran, donc sur une vidéo, en disant, voilà, j'ai été traité comme de la merde à Phoenix, machin, je te déteste Rémi. Le public chante alors sa gimmick de l'époque, c'est-à-dire fêter lacets, parce que Riddle était un gars qui se tôlait dans ses matchs parce qu'il se tombait parce que ses lacets étaient défaits. C'était ce niveau-là, quoi. Putain, Voilà, la gimmick gimmick de Riddle, c'était fêter lacets. On a dit à Rémi, non. Maintenant, on veut un truc un peu plus sérieux. On a beaucoup trop de gens. On peut pas donner de l'exposition à quelqu'un dont c'est ça la gimmick. On veut un truc beaucoup plus sérieux. Ça c'était surtout poussé par... C'est Roy qui disait ça, tu vois. Alors, voilà, imaginez mon état actuel à ce moment-là, comment j'étais. Même imaginez l'état de Vuko. Moi qui adore le catch comique, je trouvais que c'était trop. Holden est un de mes personnages préférés de la PW actuellement. J'adore le catch comique, mais moi je trouvais que c'était peut-être un peu trop quand même à l'époque. Et moi c'était surtout le côté, on a trop de gens, donc il faut... Soit tu fais un truc viable, et encore on n'est même pas pour ça, mais vraiment le write-off parce qu'on n'a pas le temps, parce que Riddle n'était pas là. Le gars qui contrôlait Riddle n'est même plus sur le serveur. Rémi a fait, ok, on lui change de gimmick. Nous, on sait pas ce qui se passe à ce moment-là. Nous, on est en mode, on envoie chacun notre booking. Voici ce qu'on découvre le jour J. Le public dit donc à Riddle, fêtez lacets. Riddle répond, vos gueules patati patata. Ce n'est plus le même Riddle que vous avez en face de vous. Maintenant, vous avez le droit à une vraie menace. Qu'est-ce qui se passe? Le gars est dans un espèce de garage, dans un espèce de truc un peu taudis miteux. En gros, il a fait il a joué la carte du OK. Riddle maintenant, c'est un psychopathe. Et il va littéralement prendre un chaton. Comment dire ça? Parce que c'est un peu violent. Il a pris un chaton, il monte un chaton à la caméra, il prend un espèce du verre, en fait, une verre d'une vitre, mais qui a été pété, donc en forme de pic. Il pose le chaton devant lui, et hors caméra, il prend sa main avec le verre dedans, et puis il la baisse vers le bas. Je vais pas décrire plus que ça pour des raisons évidentes. Il a appliqué une exécution, quoi. Ouais, non mais... J'essaie de pas le dire, parce que quand même, c'est vraiment littéralement dégueulasse. Donc voilà, donc c'est... les gars, Riddle fêtait lacets, c'était trop comique. D'accord, on va en faire un psychopathe. Je pense que l'intégralité du serveur n'a jamais été aussi unanimement d'accord pour dire qu'un truc dans un show était de la merde. Vraiment. Et l'excuse de Rémi, c'était « Ouais, mais la soi-disant exécution était hors champ. » Parce que du coup, oui, il l'avait écrit de telle manière à ce que le fait qu'il plante le chaton était sous-entendu. On l'a regardé, on l'a fait, mais ça justifie pas le truc, en fait. Alors certes, il y avait le côté, on n'est pas PG, mais là on parle donc bien évidemment, on est sur du roleplay. Ça n'inclut rien de physique, mais vraiment derrière. Mais du coup, on était obligé de sortir du catch de la suspension d'incrédulité. Elle est complètement baisée de base. Déjà, c'est compliqué dans un serveur où tout se fait par Discord et par écrit avec quelques gifs. Mais là, on était obligé de dire, non mais même en fait, on est sur un truc qui se veut quand même réaliste. Est-ce que de manière réaliste, on aurait quelqu'un qui sous-entendrait de tuer littéralement des châteaux avec du verre pilé? Non. Enfin bon, bref, voilà. Donc ça, c'était les idées de Rémi. C'est pour vous donner un petit peu l'idée de Rémi. Il faisait ses trucs dans son coin. Ça avait aucun sens. Ça avait aucun putain de sens. Ça avait aucun sens. Et les surprises qu'on avait parfois. Et la petite nuance, c'est que du coup, pour tout le reste du staff, c'était surprise aussi. Parce que Rémi avait la fâcheuse tendance à donner son booking à 2 secondes du début du show, voire pendant le show même. Oui. Ce qui faisait qu'on ne pouvait pas voir en avance ça. Ça en découvrait comme tout le monde. C'était catastrophique. Donc je te laisse reprendre. Ça a duré tellement longtemps, j'avais oublié à quel point c'était dégueulasse. Putain, j'ai le truc sous les yeux. Mortel de merde. Et ce qui rendait fou, c'est que parfois, très souvent, il donnait le booking en direct, donc on découvrait. Et il arrivait aussi qu'il donnait pas. Ah oui, c'est vrai.
Mais, mais Ou un booking qui est pas fini. Désolé, ouais, j'ai pas de booking à donner ou il est pas terminé. On est là à se regarder, on fait quoi? Parfois, on est obligé d'improviser, d'annuler le match. Ou pire c'est même, arrivé, on est arrivé de booker en direct, Mathias et moi, enfin Florian Breuil et moi. c'est arrivé une fois, ouais. Une fois où, en fait, Rémi devait faire un Fatal 4-Way. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que littéralement, le gars a repoussé le truc en mode le booking arrive, le booking arrive, le booking arrive. Et on commençait à l'avoir vu le Rémi. Et du coup, je sais plus qui, entre toi ou moi, a ouvert le match en direct, du coup, a ouvert le match, l'a affiché sur son Word ou sur son bloc-notes ou bref, a vu le truc, a vu que le truc faisait 10 lignes, entrée comprise, Ouais, je crois que c'est moi qui l'avais vu ça. a vu le truc, a fait je ne peux pas poster ça. C'était peut-être toi. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je sais qu'on était juste tous les deux dans le vocal, dans le staff à ce moment-là. A ouvert le booking, a vu que ça faisait littéralement 10 lignes entrée comprise et s'est dit on peut pas faire ça. C'est pas possible, on peut pas poster ça. Et littéralement, on a profité du fait que ce soit un Fatal 4-Way pour booker le match en direct. On s'est dit en MP, alors c'est un Fatal 4-Way, donc je fais un 1v1 de mon côté, tu fais un 1v1 de ton côté, comme ça le flux d'action est à peu près correct, parce que du coup, pendant que moi je poste un truc, toi tu es en train d'écrire la prochaine, du coup ça s'enchaîne. Et on fait le finish qui était prévu, puisque bon bah le résultat du match était connu, vu qu'on était littéralement les gérants. Et ça nous arrivait de booker un putain de match en direct. Il y a un monde où on l'a déjà évoqué ça la dernière fois, je pense. Mais du coup, ouais, on a booké un match en direct, un Fatal 4-Way, en mode on a fait 2 1v1, chacun de notre côté, et tout le monde le voyait, puisque bien évidemment, dans le match, quand tu regardes dans Bah, le on show, était deux à tu poster. vois Kana envoie un message, Mathias envoie un message, Walton envoie un message, Mathias envoie un message, etc. Bah, c'est comme si là, ce qui se passe actuellement, ça se fait beaucoup plus maintenant, là, les matchs au Performance Center, bah imaginez que deux gérants le font pour faire un match dans un show. Ouais, et puis du coup, le match était bon, bah pas ouf. Enfin, littéralement, il était très court, forcément, parce on n'allait pas pondre un match comme ça pendant très longtemps. Bah, Et puis le on a essayé format de sauver les 2-1-V1, meubles, ouais, on est passé de infâme à osef tier, quoi, c'est... ouais, voilà, c'est ça. Et c'était un Fatal 4-Way, quoi, c'était pas n'importe quel match non plus, c'était un match important sur la carte. Et ouais, c'est à force de vouloir prendre tout et faire son truc, bah, c'est parce que bah, ils nous mettent plus dans la sauce qu'autre chose, et ça me rendait malade à force. Je dis, c'est pas possible, quoi. L'un des éléments majeurs de l'époque, en termes de RP pur, pas en termes de show, ça a été le bureau de Rémi a été cramé. Ça a été donc pendant un show. Vas-y, raconte-nous une histoire. Pendant le premier épisode de Drop the Microphone, c'était le moment où Mathias Roy se sépare du clan. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un épisode, un talk show. En gros, pour faire simple, c'est comme si on avait un espèce de Kevin Owens show. Ouais, t'aimais bien Kevin Owens. T'aimais bien Voilà. Kevin Owens, hein. Ouais, mais j'adore encore Kevin Owens. Je considère comme l'un des meilleurs catcheurs au monde et mon catcheur préféré. Mais voilà, donc j'adorais Kevin Owens. Donc je faisais du coup un talk show avec Kenny Omega, l'autre membre du clan. Et ce qui s'est passé concrètement, je vais passer les détails, mais au début tout se passe bien. Puis au bout d'un moment, il y a un élément déclencheur. Mathias Roy trahit face turn, trahit son clan. Le Phoenix Order arrive avec du coup Asmodai Darrell White, pardon, son nom de l'époque. Donc Darrell White qui arrive avec Rémi, etc. Sauf qu'en fait, Mathias Roy il crée son propre clan. Et du coup, ça fait une confrontation de clans, tout ça, effet de surprise. Le show se finit? Non, le show ne se finit pas. Il y a eu la confrontation. Il y a eu confrontation du coup entre les deux clans, tout ça. Et au même moment, là, l'arme incendie retentit dans l'arène. Et ce qui s'est passé, c'est que le bureau de Rémi, donc c'était le bureau de général manager de Rémi, puisque Paul Heyman, Nathan Roy et Rémi en avaient tous les trois un quand ils étaient gérants de leurs choses, ce qui était logique. Le bureau de Rémi a cramé, donc littéralement un local au sein de la PW, au sein des backstage, a cramé. Alors concrètement, c'était pas prévu. Concrètement, donc officiellement, c'est Mathias Roy avec Wiz Prize qui ont cramé le bureau avec l'aide de Pierre Ace. Pierre Ace ayant volontairement porté le chapeau pour rentrer en rivalité avec Rémi. Ça, c'est la version officielle. Et du coup, on apprendra plus tard que Wiz Prize, qui s'est allié plus tard à Mathias Roy, enfin bref, et du coup, c'est Mathias Roy qui a cramé le truc de Rémi, parce que du coup, Mathias Roy complotait contre Rémi depuis le début. Le fameux booking à long terme sur plusieurs années de Mathias Roy. En réalité,
au moment où le bureau a cramé, personne ne savait qui avait cramé le bureau. La seule personne qui était au courant, c'était moi, le booker, non pas moi, Mathias Roy, mais moi, du coup, celle de mer, Kales, que vous me connaissez, qui savait qui avait cramé le bureau. Et la bonne réponse était, pour l'instant, on sait pas, on verra plus tard. Voilà, le débunkage, ça a été utilisé plein de fois. Il s'est passé un truc, on va le réutiliser plus tard. Et du coup, le brodage à long terme. En fait, le bureau de Rémi n'avait aucune incidence. On savait pas trop qui avait cramé le bureau. On avait plusieurs idées. Ça pouvait être Austin Williams, ça pouvait être Pierre Hayes, ça pouvait être le nouveau clan de Mathias. Ça pouvait être plein d'options, mais il n'y avait pas de réponse fixe. Et le pourquoi est-ce qu'on a cramé le bureau, bah c'est juste pour sanctionner Rémi. À un Parce moment que donné, c'était vraiment pour laisser suffire Rémi, on veut pour, plus. pour réduire son ego, parce qu'il enchaînait merde sur merde avec son connerie du chaton et compagnie. Et du coup, le bureau a cramé uniquement en sanction. Sauf que le problème, c'est que c'était pas assumé. Du coup, c'était une sanction, mais pour pas spoiler le truc, parce qu'il fallait dire il y a une vraie histoire derrière, parce que l'objectif c'était derrière de dire il y a une histoire derrière. C'était la décision de qui ça de brûler la maison? C'était enfin le bureau de Rémi, c'est le C'était tien, non? C'était la mienne, mais j'avais demandé l'accord de Vuko. Ok. Parce que j'étais pas C'était du tout dans le booking de ça. Non, t'étais pas du tout dedans, mais j'ai demandé à Vuko. Vuko m'avait validé le truc. Et du coup, j'avais pris la décision de ça. Et en fait, c'était aussi pour réduire le truc parce que Rémi faisait n'importe quoi. Et surtout, il se comportait toujours en tant que GM. Alors qu'on lui disait de manière hors RP, arrête de faire ça. Il continuait aussi. Donc, on est en mode. Et surtout, ouais, mais Nathan, et c'est là que je reviens à ce que je disais au début. Oui, mais Nathan, il est toujours GM. En fait, oui, Nathan, c'est obligé qu'il soit encore GM. Ça a été prévu de base depuis des mois et t'étais au courant si t'avais suivi les briefings qu'on faisait ensemble. C'est parce que si on met Paul Heyman uniquement, bah c'est Vuko qui gère Paul Heyman. Il y a que lui qui touche à Paul Heyman. Et toi, du coup, après, tu y as touché à Paul Heyman. Je me souviens autant au personnage. Mais du coup, uniquement parce que, bah, en fait, le problème, c'est que Vuko, il RP très très peu directement dans les backstage. Donc, il fallait une autorité présente backstage. Du coup, Nathan Roy, voilà. Et il ne voulait pas entendre cet argument qui est un argument bah, qui se comprend en fait, c'est un argument logique. Et l'autre truc, c'était bah, Rémi maintenant c'est un catcheur, donc il faut pas qu'il soit GM en même temps. Nathan Roy, il avait cette casque, il avait écarté complètement la casquette catcheur, le fait de créer le titre hardcore, tout ça, c'était foutu à la poubelle, exprès pour que vraiment il garde cette casquette-là. Et du coup, vu que Rémi voulait pas comprendre ça, qu'il se comportait toujours comme un GM, et qu'il faisait n'importe quoi, qu'il bouquait pas ou bouquait ses trucs en retard, etc., le bureau a cramé, non pas pour créer une histoire sur le long terme, mais juste pour sanctionner Rémi. Mais on pouvait pas dire que c'était pour sanctionner Rémi, y compris à Rémi lui-même, on lui disait pas, parce que sinon, bah, il allait juste péter un câble de manière legit. En vrai, un petit peu oui, ça aurait été justifié de sa part. Mais voilà, du coup, spoiler alerte, les bookings sur long terme sont généralement pas du booking sur du long terme, mais du raccrochage de ficelles. Et la rivalité de plusieurs années de Rémi et de la famille Roy, bah en fait, c'est cousu de raccommodage a posteriori. C'est pas du vrai booking sur le long terme. Voilà. La vérité, vous l'avez. La On ne vérité, savait vous pas. l'avez. Et voilà, donc ça, c'est le plus gros, voilà, l'un des plus gros trucs de la rivalité de moi entre guillemets que je dévoile comme ça des années après. Et Kana, je te remercie de faire aussi de faire la même chose en disant que Lens ne t'a jamais screw et que en réalité vous êtes à 1-1 en termes de low blow dans ton match, mais bref, et que c'est pas un screw. Enfin voilà. Heureusement qu'on dévoile la vraie vérité vraie de la vérité véritable sur ce genre d'émission. Non, mais il m'a screw. Game Sofa. Ouais. Et par rapport à ça, effectivement, il y a le même légendaire qu'on connaît, enfin que les anciens connaissent, la confrontation, le conflit interne qu'il y a dans le booking entre le wrestling et l'esprit ridou et le comedy wrestling. C'était démarré de là. C'était du gros conflit et c'est ce qui a amené effectivement à séparer un petit peu en deux la manière de booker avec Vuko et moi et Rémi et Florian Roy à côté. Voilà, c'était un petit peu, cette époque était un peu charnière en matière de coulisses, de backstage. Là, vous avez un peu plus de d'éléments croustillants à ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus organisé, c'est un peu plus propre, un peu plus professionnel. En vrai, Comme ça se trouve, ils se font full crasse entre rouge en ce moment et juste on le sait pas. Hein. je pense pas, Nous, non. nous, nous, on l'a. Ouais, mais nous, on l'a.
Alors, j'allais dire, on le dévoile publiquement que tellement d'années après. Mais en fait, quand j'y réfléchis, le fait que Rémi faisait n'importe quoi, en vrai, tout le monde le Et, voyait. Donc, c'est. et je pense pas qu'il se soit à ce niveau-là aussi, quoi. Les problèmes seront différents. Chaque génération, chaque époque a son lot de problèmes différents. Je pense qu'ils ont des problèmes que nous, on n'a pas eu. C'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas le même contexte. Là, en plus, on avait qu'un seul show. Ils ont deux. C'est comme si avaient deux produits aujourd'hui. C'est encore très différent. Oui, mais deux produits, qui dit deux produits avec plusieurs gens à la tête de chacun des produits, dit encore plus de politics. Ouais. Et d'ailleurs, oui, je voulais faire ces petites apartés concernant le tournoi et ce qui se fait aujourd'hui. Cet esprit de vouloir faire du gros tournoi, faire du gros Warcraft pour pousser en avant des nouvelles têtes pour le futur, c'est ce que vous faites aujourd'hui, mais de manière un peu plus safe et un peu plus professionnelle, c'est avec la brand PLW. Aujourd'hui, vous avez une brand exprès exclusive pour pouvoir mettre en avant des nouvelles têtes. L'équivalent de Euh, NXT. Et euh, ça, euh, ce que tu es en train de dire, ça vieillit très mal en ce moment. Il y a de plus en plus de gens qui font le trajet inverse, hein, t'es au courant. ça, c'est à long terme, ça, tu verras. Ça, c'est à court terme, tu crois qu'il se passe ça, mais Bon, après, ça, après c'est pas le sujet, quoi. les seuls types, les seules personnes qui font en direction, non, tu couperas ça en montage. Non. I beg you. Ok, on verra, peut-être. Mais actuellement, les seules personnes qui vont de PW à PLW, c'est des comptes de staff. Ça, après, après, il y aura des raisons qui seront expliquées, ça. C'est Sokolov, c'est Wayne, mais c'est jamais un gars qui se dit non, mais moi, PLW, j'ai envie de retourner là-bas. Non, c'est pour ça, normalement, c'est fait pour faire un seul chemin. Enfin, c'est faire d'un seul sens. C'est pas Allez, l'idée la aujourd'hui. petite tacle, allez. Pardon, je peux pas m'en empêcher. Par rapport à cette nouvelle ère aussi, là, vous avez Oui. effectivement ce qui y arrivait en backstage, là, comment c'était chaotique. Et il y a ce qui se passait exactement sur le show avec les nouvelles têtes. Et moi, je voudrais prendre un instant, parce que pour le coup, c'était moi qui étais le plus investi là-dedans. C'était le projet Alexander Volk. Aujourd'hui, que vous connaissez, là, qui a le perso Tristan. Initialement, il était venu il y a des années ça, en 2020, avec son personnage. Une gimmick de tsar, de russe, qui a fait de nombreux combats extrêmes aux quatre coins du monde, de différentes stipulations et qui aujourd'hui veut faire sa marque sur sur la PEW. Et justement, contre pas des moindres à l'époque, il voulait son match à confrontation pour le titre intercontinental qui était détenu par l'indétrônable Axelar, qui avait le titre intercontinental qui était de la brand Strong Style initialement. Et je tenais justement à en parler parce que c'était pas mal d'échanges justement MP pour pouvoir construire ce perso-là. Et à cette époque-là, étant booker et gérant, je mettais, je mettais mon honneur à mettre en avant et à construire le mieux possible les nouveaux qui étaient investis sur leur personnage, quel qu'il soit. Et à cette époque-là, c'était un produit qui était convaincant parce qu'il était justement très, il était justement, aujourd'hui c'est toujours le cas, mais en comparaison à l'époque, il était très investi sur son perso et de manière plutôt positive. Et ça, on a tendance à l'oublier ça. Aujourd'hui, on le voit par rapport à ce qu'il a fait par la suite avec ses autres persos, mais initialement, c'était un produit novateur et qui était prometteur. Et ça tenait après des matchs qu'aujourd'hui j'ai tenu à booker qui ne sont plus faits aujourd'hui. Les stipulations d'Alexander Volk. Et par rapport à ça, les matchs de Volk étaient justement des petites règles par-ci par-là, mais qui changeaient tout. Ça peut être le fait de faire un match sans corde. Ça le fait un match en particulier que j'aimais beaucoup là, qui bon, pour le coup sortait de mon imagination. C'était pour pouvoir gagner le match, il fallait pouvoir attacher les mains de ses adversaires de chaque côté, parce que à un coin de ring opposé en diagonale, vous avez une menotte de chaque côté. Il fallait l'attacher, c'était suffisamment séparé pour que la personne qui s'y est attachée d'un côté puisse se détacher de l'autre. Il faut pouvoir assommer suffisamment son adversaire pour pouvoir l'attacher chaque bras, et ensuite ce qui fait que la personne a les bras écartés et qu'il ne peut plus se détacher. C'est à ce moment-là que l'arbitre considère que le match est terminé, que le vainqueur est celui qui a attaché son adversaire. C'était des petits matchs comme ça qui se faisaient, des petites stipulations. Il y avait quoi? Après, il y avait. Je parlerai après de son grand match à Final Warfare, qui est un des plus violents qui a mis fin à une carrière d'un catcheur. Il était aussi beaucoup dans l'extrême. Et ça, je tenais à y faire part, surtout ces grandes promotions qu'il faisait avec beaucoup de personnes. C'était beaucoup de. Dans l'RP, c'était beaucoup de budget investi justement là pour ces apparitions, ces promos. Des grands habits, beaucoup de personnes, des gardes royaux, etc. Quand même quelque chose ça. Et ce qui fait, voilà pourquoi je tenais à faire part de la présence de Volk. C'était à ce moment-là, début 2020, là, qui commençait à apparaître.
Ces matchs, on les verra un peu plus tard après Tilzy. Il apparaît pas tout de suite, justement. Il fait des apparitions, des promos. C'est vraiment le produit qu'on vend, qu'on hype. Et considérer que voilà, il était là depuis bien longtemps en vérité, Volk. Et Oui, j'avais un projet, c'était mettre fin à la fraude qui est Axelar, le champion intercontinental. Et oui, justement. il avait un problème à l'époque. Et ouais, un gros problème. Ouais. Un problème de type, bah, à l'époque, il était un peu con. Ah, tu parles de Volk? Oui, je parle de Ah, Volk en lui-même. non, je crois que tu parlais du personnage d'Axelar. Là, Non, 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 mais non. il avait pas encore de problème, Volk, sur l'utilisation de son Ah bon? perso. C'est après, C'est c'est pas cette après. période-là? Non, non, Ah non, OK, OK, il a eu le bah, temps. C'est après Final Warfare que c'est parti en couille. Et quand on parlait effectivement de Nolan et Hegemonix qui s'était crédibilisé tout seul, ça, Volk l'a ah, fait. Volk, il a été très fort pendant très longtemps pour se décrédibiliser tout seul. Maintenant, ça va. Ouais, Mais ouais. Bah, en pendant fait, très longtemps, il c'est était pareil. fort. C'est des personnes qui sont jeunes, qui arrivent. Bon, ils peuvent avoir des bonnes idées, mais garder la Bah, là, tête il est froide, ça, c'est quelque chose. Maintenant, bah, bon, oui, là, il est il vraiment. est à peine majeur, là, depuis peu et compagnie, là, c'est un il jeune était- adulte. Mais du coup, à l'époque, il devait avoir 14, 15 ans, une connerie comme ça. Ouais, c'est Si ça. là, il a dit là, je sais pas quel âge il a exactement et je crois il a genre 18, 19, une connerie comme ça, je crois, Volk, Ouais, c'est ça. actuellement, Hugo. Ouais, donc voilà, donc à l'époque, il avait 14, 15 ans. Bon, bah, 14, pas 15 ans, bon. En ligne, tu fais des bêtises. Ouais, comme beaucoup de monde, hein, finalement, ça a rien d'anormal, c'est normal. Bah, c'est pour vous dire là, cette petite anecdote drôle que Volk, il était présent à ce moment-là, il y a 4 ans. Et j'en profite là pour parler d'apparition. Il y en a certains pour beaucoup ne connaissiez pas, mais les anciens connaîtront. Ça me fait rire de citer. Il y avait le personnage de Rayleigh. Rayleigh. Vous savez pas c'était qui Rayleigh? Je l'avais placé effectivement, c'était son personnage dans le grand tournoi des nouveaux. Il était surtout apprécié et push pour son theme song et pour des raisons politiques aussi. C'est qu'en fait c'était un pote, c'est un pote IRL de Peter Adams et de Raimi justement. Ouais, bah, carrément, même Je sais pas Cam si c'est Raider en même toujours, temps qu'Adams. Ah non, c'est plus du tout le cas, non. je sais pas si c'est le cas, mais enfin bref. Non, c'est plus du tout le cas. Mais à l'époque, ça l'était. Mais oui, il y avait ça. Et ouais, des fois, un simple theme song, ça peut te faire push to the moon, des fois, hein. Bah Lui, là, alors là, oui. il était une catch. Les plus grands exemples, du coup, que tu peux tirer de ça, c'est Rayleigh. Il y avait rien. Mais son theme song faisait que bah, le gars avait une pop. Le gars avait une pop, le gars avait une identité. Et son identité, bon, c'était pas la plus gratifiante parce que bah, c'était son theme song. Et au final, on en a littéralement retenu rien du tout de lui. Le deuxième exemple comme ça, c'est Sadak. Sadak, il a une gimmick qui tient en une phrase. C'est le meilleur. Et C'est- ça marche de fou parce que du coup, Sadak, le côté de c'est le best man, ça a pris et en une phrase, alors du coup, cette phrase-là ne marchera plus Ouais, parce que c'est voilà, plus il y a maintenant. Sadak et tu peux pas vraiment repasser ou alors faudra un miracle ou alors un overpush de la part d'un booker pour que ça passe. Enfin bref, un push à Roman Reigns tard 2020, bah, avant le Challenge Tribal quoi. Mais voilà, c'est des fois, il suffit de pas grand-chose pour te faire push. Et des fois, un simple theme song, ça marche. Une simple gimmick qui sort de l'ordinaire et qui est vraiment novateur, ça marche. On a eu le cas de Wiz Price qui a été beaucoup trop pushé pour son implication juste à cause de sa gimmick. Et des fois, une cash phrase, ça marche. Bah alors, really, il y a rien à en tirer au final. Non, il y a rien. Il n'y a rien à en tirer. C'est la période, voilà. Il était posant sur le surf pour parler avec ses potes, c'est tout. Et Oh, là, oh, après, j'ai pas été respecté, la vache. là, je vais faire un aparté Pardon, concernant. je Enfin, suis en direct, excuse-moi, excuse-moi. envie de faire une petite parenthèse par les politiques, justement, d'anciens qui sont arrivés comme ça petit à petit, pas tous en même temps, mais au fur et à mesure, des revenants d'outre-tombe, mais qui ont fait plaisir aux anciens de la NSW. Personnes qui ont créé des nouveaux persos tels que Carnage, Baptiste le Duc, AGP, qui aujourd'hui sont des noms qui parleront à personne, hein, c'est des persos qu'ils ont créés chez nous à la PEW, faut remonter. Quand ils ont vu que des anciens de leur fédération, la NSW, ont refait une promotion. Donc nous qui n'étions pas dans des pas totalement concernés par ça, cette histoire-là, mais c'était quand même curieux de voir qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils comptaient faire, parce qu'on ne savait pas dans quel état d'esprit non plus ils étaient. C'était leur mode, on s'en fout de notre produit, la NSW, on l'a laissé tomber, ou est-ce qu'ils voulaient continuer, ou est-ce qu'ils étaient en mode repérage pour relancer leur produit? Tout pouvait arriver, ils auraient pu clairement être capables de faire du repérage et essayer de piquer tout le monde. Finalement, il s'est rien passé de particulier, ils étaient juste là, et
Ils ont eu leur place sur la carte parce que c'était des anciens de la NSW et que, bon, les Vuko, Rémi, Lance, ils voulaient les voir. Mais nous, à côté de ça, on était en mode, on s'en bat C'est les couilles. qui? Puis en fait, ils avaient le super pouvoir du côté du c'est qui, on sait pas trop qui c'est. Il y avait limite une espèce de tension un peu sous-jacente, un peu malsaine, en mode bon, en vrai là ils se parlent en mode normal, mais tu sens qu'il y a un truc quand même. Ils sont pas tous en super bons termes, hein, les Ray, Austin, Rémi et compagnie, avec tous ces AGP, Aiden Gordon et compagnie. Tu sens qu'il y a ça. Et en vrai, il y avait aussi le côté, bah, au final, ils sont venus, mais c'était putain d'inactifs, ça mère. Hein. Ils ont servi à rien. Et Non, concrètement, tous ces types-là, ils ont de job. Hein. ils sont jobés Ça, de ça se fou, finit ouais. pas là aujourd'hui, mais ils ont servi à rien. Non, finalement, j'avais surtout moi un défi personnel, vu que je t'avoue que j'en avais ras la casquette d'entendre parler, ouais, les anciens, la NSW, c'était trop bien à l'époque, tout ça, et moi je dis, arrêtez de parler de cette merde, là, si ça existe, si ça fonctionnait bien, vous serez pas là, vous serez encore à la NSW à faire votre truc, bah bizarrement vous êtes pas là. Donc ces gens-là qui étaient de la NSW, vas-y, je vais leur faire des matchs, on va faire des gros matchs, on va voir si vous faisiez aussi bien vous chez vous. C'est vrai que C'est autant vraiment moi je le m'en suis défi battu. personnel, quoi, tu Toi, vois. toi, c'est vrai que moi je m'en suis battu les couilles d'eux, mais toi tu l'as vraiment pris en mode défi. Eh regarde, moi ça fait à peine 5 mois que je fais ça et je fais ça. Eh, eh C'est toi vraiment... tu l'as vraiment pris en mode défi. C'est Un surtout peu parce que galvanisé. c'était pour faire justement pour anticiper effectivement toute tentative de leur part et pour faire le clapet des gérants qui étaient pro NSW aussi. Je dis bon écoutez, il est où votre produit NSW? Après bon il y a une réponse à ça de la part de Lens qu'on en reparlera après mais Ah bah oui. à cette Non époque-là mais c'est vraiment bah alors c'était ça? Bah, regardez ce qu'on ah sait faire nous voilà. non mais clairement hein, les meilleurs bookers en termes d'in-ring pendant très longtemps ça a été Vuko et Lens. Hein. Maintenant toi à ton prime, tu vois, est-ce que t'es le meilleur? Ça faut voir les aspects. C'est un point de vue qui se défend en termes de pur in-ring, en termes de plus Étant intense dans les matchs et compagnie. étant concerné j'ai pas envie de participer à Voilà, cette ça dépend. question-là Mais à l'époque, ah il y avait pas photo. Hein. Oh, mais bon, après, il y avait aussi le côté du bon, pour certains, longueur égale qualité, ce qui n'est pas vrai. non clairement Voilà. pas non. Il y avait tout ce côté. Et autant, tu vois, sur les matchs de Vuko, je le sentais vraiment, je sentais vraiment le côté juste enchaînement de spots. Et il faut que le truc soit long pour essayer de build un truc épique qui n'arrivait pas vraiment. Parce qu'au final, les gens pas investis dans le match, ils étaient juste en mode on s'ennuie. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ça arrivait. Des fois, ça arrivait à attraper les gens, des fois, ça n'arrivait pas. Et autant Lens, ouais. Lens, je revois quand je relis. Est-ce qu'à l'époque, c'était le cas? Je sais plus. Mais là, aujourd'hui, je revois des trucs du style, ok, ça, c'est du storytelling au sein d'un propre match. Là, c'est ok, il a pris. Je vois des fois des petits trucs du style, il a pris une prise au niveau de la jambe, et bah des fois, tu as un écho plus tard où il tente un truc, mais oh là là, au niveau de la jambe, du coup, il a du mal à la prendre, il perd un peu de temps, etc. Ça, c'est des trucs que je revois, que je vois actuellement dans certains bookings. Voilà. Et puis, oui, non, à l'époque, le meilleur booker, c'était Lens. Et Vuko. Complètement ouais. Voilà, il n'y avait pas à chier. Mais toi, t'étais précoce, hein. Bah, je suis arrivé sur le tas. Enfin, bref. Et pourquoi je parlais de ça aussi, c'est pour faire cette petite parenthèse concernant Randy Raid par rapport à tout ça. Pourquoi il existe Randy Raid? Je Oh! suis désolé, mais en fait, c'est vraiment le profil qui n'existera plus aujourd'hui. C'est l'archétype ASW. Et ce que j'attends par là, c'est à l'époque de la SW, à la création de la PW, tu avais le droit de prendre des catcheurs connus. Et c'est pour ça que vous entendez depuis le début de ces reviews et que vous entendez encore aujourd'hui le nom de Kenny Omega. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Ça, Mais à l'époque, c'était ça la l'était. prise de décision d'anciens gérants quand je ne l'étais pas et qui était propre à l'époque et tenu par des enfants. Et ça faisait n'importe quoi et on a essayé de faire le ménage au fur et à mesure. En direct, c'est l'un des derniers qui a profité justement du laxisme des anciens gérants pour créer un perso comme Randy Raid et de son statut d'ancien NSW qui était époque avec Remy, Lance et compagnie pour pouvoir être sur la carte. Et en plus, Rémi la push en le mettant dans son clan, dans son booking, usant de son rôle de gérant pour le faire, alors qu'il mérite rien du tout.
Je suis même pas sûr qu'ils regardaient les shows en plus, hein. Je pense pas. Ils s'en foutaient, hein. Et ça, c'est des trucs là qui aujourd'hui me rend fou, quoi. Le seul truc qu'ils pouvaient mériter, c'est de jobber et disparaître au fur et à mesure. Parce que ça, c'est un truc qui ne mérite pas d'exister sur une carte ni dans un roster PW aujourd'hui, ça. Et ça, j'en profite de cette émission-là pour en parler. Il a été beaucoup trop protégé pour ce qu'il méritait. Et ça, aujourd'hui, on n'en veut plus de ça. C'est Et message de puis, prévention. pour son inactivité profonde et parce que c'était le pote, il était juste là parce que c'était le pote de voilà. Et après il y avait cette espèce d'aura de Randy Orton dans son perso qui faisait que bah Randy Orton c'est une gimmick un petit peu marquée quand même, hein, on peut Bah, le il dire. profite de prendre un personnage cool et important Oui pour voilà, le c'est push, le c'est côté tout. cool et du coup bah voilà Je et au pense pas que final. s'il avait pris genre Alex Riley, il serait push comme ça, tu vois, des trucs totalement aux œufs. Bah, en fait, s'il aurait pris Alex Riley, il y a plus de chances que déjà des gens seraient passés à côté de la référence et qu'ils n'auraient pas vu que ce serait inspiré de catcheur réel. Putain, il a réussi à trouver des gifs de personnes qui existent. Ah, il est fort hein, quand même. Oui. Enfin bref. Et à côté de tout ça, on en avait profité, on avait parlé à Rising War, il y a un personnage qui a fait la différence, qui était initialement un jobber, et que j'ai décidé par ma manière de faire les choses de pouvoir rendre le plus de monde crédible, jobber ou pas. C'est un tournant pour le catcheur qui est Velvet in Dream. Ah oui. Velvet in Dream, champion hardcore suisse, qui, durant toute cette période-là, déjà de 1, ça a réveillé Elsa Steam qui, après des semaines de silence, dit putain, c'est bien ce que vous faites, les gars, on est tombé de notre chasse IRL. Et quoi? Putain, il est vivant, lui! C'est là où c'était. Et c'est là où il s'est mis bah, justement être investi sur son perso Lance Austin, à faire ses promos libres, et il a commencé à vraiment développer son personnage. Velvet in Dream aussi. Et le pire, c'est qu'au début, c'est moi qui gérais le titre hardcore. Donc, quand il a pris le truc hardcore, à l'origine, c'était le titre hardcore de merde d'Apocalypse de moi, je ne sais pas ce que c'était à l'époque. Le titre hardcore est juste, on m'a dit, t'auras ça. Et moi, j'ai fait oui, parce que bah, j'étais en mode, ok, je vais faire ça. Et j'étais en mode, je vais faire un titre à situation. Et au final, ça s'est transformé petit à petit en attends. Le petit hardcore c'est pour Strong Style, le petit hardcore c'est pour Kana et Fuko, et ça a fini en Velvet in Dream, le personnage comique et rigolo qui est juste un archétype de je suis suisse, ouais, à le personnage dark et edgy, très cryptique que vous connaissez aujourd'hui et qui a managé, qui a été un catcheur qui a réussi des choses au sein de la PW et qui a managé des clans puissants dans cette fédération, qui le fait encore d'ailleurs, et quelqu'un basé sur le hardcore et qui boit du sang, j'ai presque envie de dire, ça serait accurate de dire que Velvet in Dream boit du sang. Enfin, je vais peut-être un petit peu trop loin, mais vous avez compris l'idée. On est sur le hardcore de on saigne, on se frappe avec des néons, on tombe de plusieurs mètres sur des tables, mais pas une, mais genre deux superposées, et puis il y a des clous au sol, et puis voilà. Ouais, pour tout ce qui est justement repousser les limites de la force mentale pour pouvoir dépasser les limites de son corps, Velvet in Dream su le montrer et à le développer chez les autres, ça. Ce qui fait qu'il est entièrement à sa place aujourd'hui pour pouvoir manager et pusher d'autres catcheurs à ce sujet-là. C'est son domaine de prédilection. Il l'a fait au fur et à mesure de toute manière, même dans sa manière de juste de RP, un truc vraiment qui peut, même quand tu lis, quand tu prends un peu de temps à lire, ça te déstabilise un peu, d'arriver à casser le quatrième mur en RP Oui. backstage, et ça Oui. de manière intelligente. De manière complètement conne, mais ça servait tellement entre guillemets à rien, ça lui donnait vraiment aucun avantage, c'était juste comme ça. Non, c'est juste pour l'illustration, c'est Que- pas pour pas pour tricher, pas pour push, pas pour mousser. Voilà c'est juste, que en fait personne n'a jamais rien dit. Ouais. Que ça a été pointé du doigt en mode c'est bizarre et puis ça a été juste resté en mode c'est une gimmick et c'est là. Et pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, Velvet in Dream à la fâcheuse tendance à arriver dans une conversation dans une pièce par une porte que tu n'as jamais vue auparavant. Il arrive par Et le tu fond, ne par savais le pas comme qu'elle si était là. t'étais sur un décor, un plateau télé, quoi, parfois. Et que en fait t'as une porte dans le fond vert et tu l'avais jamais vue en fait. Et puis au moment où toi tu te retournes et tu vas la prendre, bah wait. Je sais pas pourquoi, Voilà. peut-être que j'ai inventé, peut-être j'hyperbolise avec le temps, mais j'avais ces souvenirs-là que dans ce RP, dans ces promos libres, il casse le quatrième mur aussi parfois, t'as l'impression qu'il s'arrête, il te regarde, toi il regarde à travers la caméra, comme si c'était filmé, il te fait un signe que genre je te vois, après il se barre. Ok, d'accord. Et puis quelqu'un d'autre qui le faisait, mais dans un autre registre, c'était Minosato qui arrivait par le toit. Non, ça c'est autre chose, ça c'était juste toi qui voulais mal. Non, ça c'était juste con ça. Le mec dans un match Performance Center, il veut faire un screw job, vas-y j'arrête le match. Mais
Donc, t'aurais demandé, t'es qui toi? J'ai demandé à l'arbitre d'arrêter le match, t'as perdu. Mais non, j'ai pas perdu. Minosato qui saute du toit. C'est une partie de Wrestling Revolution, il y a des interventions aléatoires. T'as fait intervenir 10 catcheurs sur moi alors que je catchais avec Willman à la base. Aucun sens. Oh putain. Et concernant le Velveteen Dream, ça lui a permis d'avoir quelques matchs et à développer sa psychologie au fur et à mesure vous verrez lors des prochaines éditions, l'ont permis de monter haut dans la carte, en vérité. Et avoir des matchs très 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 marquants aussi. Il n'a pas forcément été main eventer de toute sa carrière. Mais les matchs qu'il a fait, les interventions qu'il a fait ont marqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a presque une statue de vétéran de légende en tant que manager. Oui, oui, effectivement. Mais ça, on en reparlera du coup à plusieurs reprises. Du coup, vu Ouais. qu'il a managé beaucoup de monde. Enfin non, pas tant beaucoup de monde, mais c'est que ça a été long à chaque fois. Et que c'est un personnage qui n'était pas vraiment omniprésent. C'est un personnage qui était... Sur certaines personnes, il apparaissait, il était avec telle personne, puis il disparaît. Ouais, c'est ça. Puis il revient. Exactement. Et avec tout ce chaos, ces trucs bien, ces trucs pas bien, ces trucs nouveaux, ces trucs qui s'arrêtent, on arrive finalement au pay-per-view Until the End. Avec 8 matchs à la carte. 8 matchs, quand même pas mal pour le peu qu'on était à booker. Dont un putain de match de remplissage. Oui. Genre, littéralement, sur la carte, il y a un random match en plein milieu du show entre Miyosato Shigeruki et Austin Williams. Non, non, même pas. Je crois que c'est genre le pré-main event histoire de faire un peace break à la con. Je sais plus. Merde, j'ai oublié l'ordre. J'ai plus l'ordre. Mais je sais plus s'il est en plein milieu de la carte ou pas. Mais du coup, c'est juste Austin Williams il a gagné. C'était pour foutre un match là. Parce qu'on voulait essayer de gérer le public tel un show de TEW et qu'il fallait un Calm the Crowd juste avant le main event. De mémoire, c'est vraiment une connerie comme ça. Ouais, c'est Et un le match match de transition, quoi. et le match, et c'était un pur match de transition, et il s'est rien passé, et Minosato a perdu, et aussi Williams a gagné, et point barre. On ne s'étendra. Je Et vais il a été littéralement donné en mode breaking news une semaine avant. Ouais. Voilà. Pour vous dire. Là, on avait parlé Comment déjà d'un match qu'il y a eu. C'était la finale du tournoi. Nolan Black contre Wiz Price, du Crow Warcrate de jeunes talents. On avait Austin Williams contre Minosato, Voilà. plus rien à parler. Il y avait un match qui est l'aboutissement de ce qu'on voulait pas voir avec Rémi. C'est l'Inferno match. Rido contre oui. Darrell Wake. Allez, on remet une couche sur le booking de Rémi. Bah, vu que c'est sur la carte, on est obligé. Hein. Comment nous sommes arrivés à avoir du coup un inferno match entre Ridou et Rémi. De mémoire, ça on l'a vraiment évoqué dans le dernier truc, donc je vais refaire très vite. Suite au brûlage suite au fait que le bureau de Rémi est brûlé, Rémi part en dépression, on le revoit pas pendant 2-3 semaines. Il revient littéralement soit 2 semaines, soit littéralement la semaine avant le PPV. Et du coup, Darrell Wake reprend les rênes du clan en son absence. Et il n'a qu'un seul objectif en tête, trouver c'est qui a brûlé le bureau de Rémi. Qui a fait ça hein Qui a fait ça? Il va interroger tous les suspects potentiels. Les suspects potentiels étant, pour des raisons évidentes, Mathias Roy, l'ancien membre du clan, qui les a trahis, qui a recréé un nouveau clan, qui d'ailleurs à mon sens, c'est le pire camp de l'histoire, mais j'en reviendrai juste après dessus. Donc, bref, donc Mathias Roy, c'est évident. Pierre Ace, le plus grand rival historique du clan du Phoenix Sunshine à l'époque de Phoenix. C'était le main eventer face en opposition au Phoenix Sunshine. Qui c'est qui a été interrogé? Je sais plus, il y en avait d'autres. Il y avait des gens, style des Nolan Black, des conneries comme ça, ou qui étaient affiliés soit à Pierre Ace, soit à Mathias Roy, soit affiliés comme des anciens ennemis de Phoenix, genre des Austin Williams, il me semble, a été interrogé. Enfin, j'ai plus la liste exactement. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est c'est que les interrogations ont toujours été en mode c'est toi qui as fait ça? Non, j'étais au cinéma. Ok, interrogatoire suivant. Littéralement. Tout ça pour qu'au final, on tombe au retour de Rémi, Darrell rend des comptes. C'est Ridou qui a brûlé le bureau. Ridou le psychopathe, il a brûlé le bureau. Sachant que Ridou, littéralement, je crois que depuis l'incident du chat, on l'a littéralement pas revu parce qu'aucun membre du staff autre que Rémi voulait le voir. Pour des raisons évidentes il a poignardé un chat. Enfin bref, du coup, Darrell White qui veut le faire payer, donc ça sera un inferno match pour que Ridou il brûle en enfer. Oh là là, le match a lieu, c'est une purge, tout le monde s'en fout, personne ne prend le match au sérieux.
Ridou il perd. Pierre-Ace il vient à la fin et il dit en fait c'était moi depuis le début. Donc c'est vraiment, non seulement le match en Warcraft était infâme, comme je parlais d'utiliser des stipulations pour compenser, c'est le cas, là complètement un inferno match, mais Pookie par Rémi, et tout ça pour une conclusion du match que en fait c'était pas lui, donc dans l'histoire, ce match ne servait à rien, ça Ce n'avait match aucun ne intérêt. servait pas à grand chose. Et ça aurait pu être amené différemment. Ouais. T'as carrément mis en danger quelqu'un qui n'avait rien fait. Oh, c'est des catcheurs, ils sont là pour ça en soi. Oh, Oui, oh tu d'accord, vas c'est te vrai. dire de mettre en danger, t'as des matchs hardcore. Tu te souviens de ton scaffold de match? Non, justement, j'ai fait exprès de pas le mentionner pour après, quand on parlera de Voilà, Final c'est Warfare. ça. Bon, bref, les matchs où on met les gens en danger. Oh là là. Non, mais c'est dans l'histoire, c'est vraiment Darrell Wake, le policier enquêteur, il dit si je sais que Nul, c'est toi, on va nul, se battre. nul. Et en fait, c'est Et pas le toi, pire, bah désolé pour la fin de et le match. Hein. pire, c'est que je crois que genre il a demandé à tout le monde lui a dit non, mais il avait pas demandé à Ridou et au final c'est le seul qui avait pas dit non parce qu'il lui avait pas demandé. En même temps, est-ce que t'as envie de voir Ridou? Je suis pas sûr. Non. Bref. C'était sur la carte, bon, c'était bon, Mika booké ça, il voulait avoir ça. Écoute, ça existe et ça n'existera plus aujourd'hui. Dans l'autre exemple de ce qui a existé qu'on ne veut plus voir, on avait aussi le Last Man Standing pour le titre Firesun. Le titre Firesun qui est actuellement après un River Rending, le titre All-Star. Oh putain, il est dans les tréfonds. Est-ce que c'est le pire titre de la fédération? Probablement. Il y a 0 défense réussite de la part des gens qui ont ce titre et celui qui a le titre, c'est Kenny Omega qui a eu un passe droit pour aller en finale. Donc c'est insane. Il y a vraiment eu que Kenny Euh, Omega qui a eu ce titre, c'est ça? Hein. Bah non, justement. Première défense de Kenny Omega. Il le paume contre Randy Ray dans un Last Ah Man oui, c'est ça, Standing. d'accord. Ouais, Randy Orton. Donc c'est Kenny Omega contre Randy Orton, sachant que Randy Orton est complètement AFK et qu'on est dans le délire de... du coup, ouais, on est dans le délire de... Bon, certes, ça fait un titre de moins pour le clan de Rémi, mais ça, c'est autre chose, puisque Randy Raid rejoindra le clan, mais ça, on en reparlera la prochaine fois, puisque ça sera dans la prochaine fois. Et pour continuer, on a aussi, du coup, pour les titres mondiaux, du coup, on a, du coup, Lensosin contre Jimonix. On a John Master contre Soryaning pour le titre mondial entre guillemets secondaire. Il avait un statut particulier. Et pour le titre de Phoenix, qui du coup était dans le même cas que le titre d'Apocalypse, c'est un titre mondial, mais c'est en dessous du titre mondial de Lensosin. C'est un statut particulier qui sera très vite fixé. Et bien Pierre Ace affrontait Fusex. Et concrètement, donc là, il me semble qu'on a dit toute la liste de tous les matchs. Et Il y avait eu les 8 matchs, ouais. voilà, et concrètement, c'est le pire PPV de l'histoire de la fédération. Je ne suis pas sûr. En fait, Pour moi, on a notre Dismember to Dismember à nous concernant le PW. ah bon, est-ce que c'est pas le PPV qui vient juste après? Oui, c'est le. Ah! En vrai, ça se défend. Ce qui est sûr, c'est que ce PPV, par contre, est le plus osef et oubliable de l'époque. C'est le plus osef. Non, mais en termes de ressenti, Ça, tout le monde a en trouvé termes de l'autre beaucoup plus ressenti, infâme. Celui-là, personne n'a rien dit, mais celui d'après, par contre, ça a gueulé. en fait, c'est qu'il est rempli de matchs vraiment osef as fuck. Lensosing contre Jimonix. Il y a l'énorme honte Jack Black qui fait qu'on sait que Jimonix va perdre. Austin Williams contre Miyosato Shigeruki est un match dont tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, complètement. Kenny Omega contre Randy Raid, c'est Randy Orton contre Kenny Omega dans un serveur de catch RP où tu n'as plus le droit de créer des persos C'est vraiment pour boucler la de fin catch réel. C'est pour dire vraiment, ça n'existera plus, c'est terminé, quoi. On veut plus de ça. Rido et Darrell White sont littéralement. Rido contre Darrell White qui est un match qui était volontairement qualifié comme le pire match de la soirée et qualifié comme une fraude. Après, il y a Asmodai qui a mis 5 étoiles à ce match pour des raisons que c'est lui qui a gagné et que Darrell White était son perso de l'époque. Mais voilà. Donc, le Last Man Standing, j'en ai déjà Je me parlé. rappelle, putain, t'avais fait un même à sujet sur ce match. Et John Master, et juste si je peux continuer cette énumération, John Master contre Soryaning, c'est une victoire de John Master, c'est un squash, littéralement. Ah oui, complètement. Le seul vrai, je me souviens plus de les deux seuls trucs un minimum intéressants, c'est du coup la finale du tournoi qui au final je revois la carte et c'est le meilleur match du show. Enfin en fait le côté Osef tiers
de l'Ensosim Jimonix fait que ce match est le meilleur match du show. Et c'était le ressenti de l'époque. Quand je regarde les notes de l'époque, c'était le ressenti de l'époque. Ouais, c'est quand je vois les notes de l'époque, c'était le ressenti. Donc l'opener, c'était Nolan Black contre Wisprey, c'était le meilleur match de la soirée. Et c'était le seul match vraiment important. Et on a aussi eu en finale, en main event, mesdames et messieurs, Main event. Fuse8 contre Pierre Ace. Le match pour le titre mondial, qui n'est pas vraiment le titre mondial, parce qu'en fait, c'est un titre mondial, mais qui est en dessous d'un autre titre mondial. Du coup, c'est un titre de deuxième importance, entre guillemets. Mais c'est lui le main event, parce que Rémi a dit, donne-moi le main event. Et du coup, Fuse8 gagne, et Rémi fait un run-in, et annonce Mais je crois que c'est qu'il pire que va ça. Je crois que attaquer, c'est plus fourbe. Hein. Il a et, vraiment chopé le main event en disant non mais j'ai créé un truc à la fin, c'est obligé que ce soit après, je peux pas faire autrement. oui, sa raison, c'est il se passe un truc derrière. Sa raison, c'était il se passe un truc derrière, ça ne peut être que le main event. Et au final, c'est juste pour dire ah non, Rémi est de retour à ce moment-là, my bad. Il ne revient pas avant le PPV, il revient à ce moment-là. Et du coup, Rémi fait son retour en mode je te challenge, Shuzex, machin, machin. Tout ça pour en plus voler la vedette quoi, franchement, mais quelle fourbe. Voilà. Ça en fout là, franchement, mais. Ah, ça me sort de mes gonds. Donc plus personne fait ça aujourd'hui. Ça se trouve, ils le font. Non, ouais, je pense qu'ils le font. Et c'est ça maintenant là que je le disais, ça m'a rappelé hein, même que tu avais fait toi, Flora, concernant les réactions de Rémi, puisque il y a tout le monde qui peut noter les matchs de 0 Oui. à 5 étoiles. Ça c'est un sujet. Mais là à l'époque, les gens pouvaient aussi s'auto-noter. Rémi a voulu noter son match. Il avait dit ouais j'avoue c'est pas fou, c'est pas le meilleur match de la soirée. Moi je lui mets 4,5. Un truc comme ça. Et toi, tu l'avais retenu ça et t'as utilisé le même, tu sais, là, du mec qui regarde un papillon et dit ouais, franchement, c'était pas mon meilleur match. En plus, c'est vraiment le pire de la soirée. Et tu mets le papillon. Oh, je lui mets 4,5. Oh, attends, je vais te le retrouver. Mais Il oui, est. mais je vais l'illustrer sur la vidéo, t'inquiète pas, je vais le retrouver ça. Obligé. Mais ça, c'était vraiment l'esprit de. Pour ça, si on peut résumer l'esprit de Rémi en booking, c'était ça. C'est. Quand on l'engueule, il dit ouais, c'est vrai, c'est un peu de la merde, mais franchement, je me mets 4,5 quoi. Parce que je suis génial, je suis Rémi. Putain. Non, mec, ça marche pas comme ça. J'en veux pas, moi. Oh là là. Là, au moins, il y a au moins. Là, avec tout ce qu'on dit, il y a au moins 3 mèmes sur Rémi que je vais devoir mettre. Entre Donne-moi le main event, entre Wrestling versus Riddle, et là, ouais, je me mets 4,5, alors que c'est le pire match de la Ah soirée. là, je suis en train de. Littéralement, je regarde dans Cheatroom les messages épinglés et je tombe sur un mème de l'époque. Et le mème en question, c'est le Batman slapping Robin. Et en gros, c'est et là, Rideau, il. Ta gueule, Rémi! C'est clairement Voilà. notre état d'esprit à l'époque aussi. Ah bah, voilà, Ferme, voilà. Bon. ferme là, c'est bon, j'en peux plus. Voilà, bon là, voilà, je retombe sur sur les mèmes de l'époque, c'est les Push Ridou, draw 25 cards, mettre 4,5 à l'Inferno, ou draw 25 cards. Oh la vache! Ah, et si tu veux t'amuser sur les vieux mèmes, du coup, eh bien, tu as juste à retourner sur du coup, tu scrolles un peu, tu retrouves le mème que je t'ai dit tout à l'heure, le Batman slapping, et du coup, c'est le premier de toute la série de l'enchaînement de mèmes. Et là, t'as tout. T'as du coup la longue route vers le titre, Lance Austin et Jack Black qui drive vers le Lance Austin. Ah bah là, franchement, il y a des trucs qui nous faisaient tellement grincer des dents qu'on a été inspirés pour faire des mèmes à l'époque. Push Ridou, Push Palapanda, Canard en sueur, bref. Ah oui, ça, c'est le dilemme de ma vie, ça. Ah, d'ailleurs, il y a un titre qui n'a pas été défendu à Until the End. Les titres tags. Est-ce que vous savez pourquoi? Les titres tags. Pourquoi n'ont Pourquoi pas les titres été tags n'ont pas défendus? été... Ouais. Bah, je vais te le dire. Dis-moi Bah, en pourquoi. fait, toutes les teams ont pété. C'est le gros problème de l'époque, c'est que les teams ne tenaient pas. On s'est retrouvé dans une situation où littéralement on avait 1, 2, 3, on avait 6 teams à Apo qui ont fait un tournoi pour avoir un slot à Rising War. Donc on avait 6 teams à Apo. On avait à Phoenix, on en avait 2. Et à Strongstein, il n'y en avait qu'une vraiment. Bah au final, après Rising War, bah Fusex et Austin Williams, la team qui représentait qui représentait Phoenix, bah elle s'est fait lessiver à la sortie de Rising War par mais genre vraiment exploser sa mère par le BC lors d'un match contre la team qui représentait Apocalypse à l'époque, du coup Miyosato Shigaraki et Soryaning. Les deux font un match de number one contender. Ils se font exploser leur gueule par le BC. Jimonix et Nolan Black, bah la team elle fait une semaine ils sont ensemble, une semaine ils sont plus ensemble, ils sont plus copains. Donc la team n'est pas stable.
stable. Le Phoenix Order, la team, c'était Kenny Omega et Mathias. Bah forcément, il y en a un qui a trahi. Et la nouvelle team, c'est littéralement l'Omega Squad qui est des Jobbers Eco Plus. Donc ça fait une team. C'est une team de Jobber Eco Plus. Le Scooby Gang est un peu en train d'exploser de l'intérieur. Donc c'est qui représentait deux teams d'Apo. Minasato et Tsukioki se sont fait péter la gueule. L'Omega Squad, c'est des Jobber Eco Plus. Je crois que j'ai fait passer toutes les teams en revue. Donc littéralement, t'as le Bullet Club de Jeff Foster, Jack Walton et Prince Cavendish, avec la tag team étant Jeff Foster et Jack Walton. Ouais. Et à côté de ça, t'as Jobber ou équipe soudée, vraie équipe, avec Minasato, Shigeruki et Soria Ning. Sauf que c'est littéralement ceux qui viennent de se faire péter la gueule 2 fois de suite par l'équipe championne en titre. Donc pas crédible. Donc littéralement, toutes les équipes excitantes, c'était Jobber ou pas crédible. Et on ne peut pas les crédibiliser tout de suite. Donc à cette époque-là, on n'était pas prêt pour faire défendre les titres tag. Donc, les titres de Jack Walton et Jeff Foster sont un des titres les plus dominants de la fédération, alors qu'ils ont littéralement genre une ou deux défenses, si ce n'est zéro, ça se trouve, ils ont littéralement zéro défense officielle, mais juste parce qu'ils ont décimé la concurrence à l'arrivée, littéralement, ils ont fait exploser des équipes à eux seuls. Oui, dans les shows, on faisait détruire les équipes, donc... Genre Austin Williams Austin Williams et Fusex. Il y en avait un des deux qui était chaud, qui allait continuer, qui allait se battre, et puis l'autre après s'est fait péter la gueule, qui a fait ouais non t'es tout seul. Et du coup Austin Williams, je crois que c'était lui, il s'est retrouvé tout seul, il a fait bon bah je suis tout seul, je vais pas continuer. Oui. Littéralement c'est un des règnes les plus dominants, juste parce qu'il y avait personne. Mais du coup on les voyait jamais. Enfin on les voyait une fois par mois pour qu'ils cassent la gueule à des gens, et du coup il y avait pas de team. Voilà, donc ça c'était potable à l'époque. Ouais. Et truc de fou, au PPV d'après, il y a un Elimination Chamber avec 6 équipes. Parce que là on avait les bougies du petit putain, on n'a pas d'équipe, et ben on va faire plein d'équipes. On a fait des annonces, on a besoin d'équipes les gars. Voilà, je viens de retomber sur un même de l'époque. Pourquoi défendre son team quand tu peux juste détruire les équipes avant qu'elles arrivent number one contender? C'est ça. C'est une stratégie comme une autre pour être champion. En tout cas ça a marché un certain temps. Et là, on a fait le tour du pay-per-view Until the End. Ça vous fait vraiment, là vous avez le contexte un petit peu de l'époque à post Rising War. Et dernier truc, parce que j'ai oublié de l'évoquer, j'ai pas réussi à le caler. Si vous posez la question, des fois je vois la question qui passe du quel est le meilleur clan de l'histoire de la fédération? Il y a plein de clans marquants, pour plein de raisons. Il y a forcément la NSW, les Rulers of World, le Silent Under, les GOAT, le clan de Alex Will, les Sergal, j'ai oublié le nom, les Rising Stars, merci, le Bullet, la version du Bullet Club de la PW qui aura été renommée plus tard, ou détachée, je sais plus si c'était détaché. On a fait un show, on a invité les membres et on les a défoncés. Détaché. Il y a eu plein de clans marquants, il y a eu plein de clans qui ont été là et n'ont pas fait grand chose. Mais moi, j'ai mon avis sur la question. Et le pire clan de l'histoire de la fédération, à mon sens, est un clan que tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié ce clan. Tout le putain de monde a oublié ce clan. C'est le clan qu'a créé Mathias Roy au moment où il pète la gueule au Silent... pas au Silent Order, n'importe quoi. Au Scooby Non. Au moment où il fait son drop sur ce microphone et que du coup il crée un clan en opposition de celui de Rémi. Ah oui, au moment où il a brûlé Ce clan est un clan qui a été évoqué littéralement 6 fois en show. Genre, le nom complet a été évoqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fois en show. Le show a été, voilà, ça a été évoqué 9 fois. Un clan dont le nom entier a été évoqué 9 fois en 5 ans. C'est très fort. Ouais. Et concrètement, ils ont eu un match en équipe qu'ils ont gagné une fois. Un match en équipe de 4. Voilà. C'est le match qui a donné à Soria Ning son opportunité au titre contre John Master. Parce que why the fuck not. Ils ont gagné un match contre les autres membres du Scooby Gang. Et c'est tout. Et c'est littéralement le seul accomplissement de ce clan. C'est à un moment, ils ont eu un 3v3, pardon, pas un 4v4, un 3v3. Et ils l'ont gagné. Et ils ont fait des débuts un peu choquants. Et c'est tout. Le clan est passé aux oubliettes, a été dissous dans l'ignorance la plus totale au passage d'un Finn Cassidy qui était le seul à vouloir vraiment reprendre le truc. Et au final, tout le monde lui a dit « flemme, mec. On n'a jamais rien fait. Le clan est sur des bases qui sont dégueulasses au final. Les gens qui sont ensemble là, ils étaient juste regroupés en mode « on veut casser la gueule à Rémi une fois.
Le clan s'est créé là-dessus. Et au final, il a disparu aussi vite qu'il a apparu. Et ce clan est composé de, attention, Matthias Roy, Soryaning, Nolan Black, Max Smith, Finn Cassidy, Minosato Shigeruki et Willman. Qu'est-ce qu'il fout là, Willman? Voilà, c'est un clan qui était juste là pour péter la gueule à Rémi une fois, qui s'est créé comme ça. Et ça s'est motivé pour faire un truc. Et au final, Tu vois ce que tu génères, Rémi? T'es fier de toi? un mois après, bah, ils ont eu un 3v3 un mois après. Ils ont gagné, qui ont donné une opportunité à un match où au final, le résultat a été un squash en pay-per-view. Mais tu sais quoi, on dirait même pas le nom, on dirait même pas un clan, ce que tu me parles, on dirait un syndicat backstage là qui en a marre d'un mec qui veut le virer du bus. C'est la même chose. Et donc voilà, donc c'est un clan de 7, c'est un des clans les plus nombreux de l'histoire de la fédération en plus. Le clan a servi à rien et tous les membres s'en battaient les couilles. Vraiment, Nolan Black n'a pas interagi comme s'il y avait un clan. Donc, enfin, il tapait pas sur les membres de son clan. C'est la seule interaction qu'il y avait, c'est que il leur tapait pas dessus du coup. Et encore, je suis pratiquement sûr qu'il s'est déjà pété la gueule avec Willman, un de ces 4 backstage. Willman, il avait rien à foutre là, il s'en est battu les steaks. Mike Smith n'interagissait pas, et même Soryaning et Minosato, qui sont littéralement mes doubles comptes de l'époque qui étaient masqués, ils en ont rien fait non plus. Même le concerné qui avait les reines en main n'en a rien fait, tu vois. Donc voilà, le clan au final c'était le plus gros flop de l'histoire de la fédération et tout le monde en a rien eu à foutre. Et c'est au point que un des gérants de l'époque il s'en souvenait même pas. C'est pour dire. C'est pour dire, ouais, franchement. Voilà, personne ne pourra répondre avec objectivité sur qui est le meilleur clan de l'histoire, parce qu'il y a plusieurs bonnes réponses possibles qui se défendent en vrai, mais jamais aucune ne sera vraiment objective, parce qu'il y a plusieurs clans qui ont marqué leur génération. Mais pour moi le pire, c'est celui-là. Voilà. Vous avez votre réponse maintenant, donc vous avez de la marge. Mais c'est pas pour une raison pour faire de la merde, hein, d'accord? Ah, et pour le coup, lui, c'est juste, il est arrivé, il est reparti, et personne n'en a rien fait, que ça soit backstage, parce qu'il y avait des actifs dans le temps. Hein. Parce que Nolan Black, il fait des trucs. Bon, Mike Smith, bon. Willman, Nolan Black, il faisait des trucs backstage à l'époque. Mais... à l'époque, oui. Non, m'en fous, j'ai pas lu. Voilà. Maintenant, vous avez le contexte jusqu'à Until the End. On a fait la première partie de notre Road to Final Warfare. On va parler dans le prochain numéro de ce qui s'est passé. Ça fait moins de 2 heures qu'on enregistre. Ça fait moins de 2 heures qu'on enregistre. Ouais, ça va le faire, je t'ai dit. C'est un contenu un peu plus simple à gérer. On a fait un brand split, comme j'ai annoncé, donc on en parlera. Ouais. Tout le contenu, comment on est arrivé jusqu'au prochain pay-per-view. Qui est, si je me semble bien, c'est le Hell's Game, non? C'est ça? Oui, c'est Hell's Game. On arrive à Hell's Game, donc autant Ultimate End est le pay-per-view le plus osé de la fédération, de l'histoire, vraiment. Tout le monde s'en branle. Autant Hell's Game va vraiment devenir... Et Dieu sait que l'édition de 2020 était mauvaise sur pas mal d'aspects. Il y a eu des très bons points, mais il y a eu beaucoup de mauvais points. Mais... en partant de très bas, c'est devenu un pilier de la fédération. Mais en partant de si bas, avec ce qui est, je pense, le pire main event de l'histoire des PPV. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Et oui, on vous remercie de nous avoir écoutés. C'était PWFHC RPFR. On vous remercie pour votre fidélité et on se retrouve au prochain numéro. Et surtout, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous poser des questions sur le numéro qui vient de suivre ou pour le numéro suivant, ceux qui ont déjà été là en coulisses, ceux qui ont des questions à poser. Ça nous permettra de réagir et à répondre. Peut-être carrément au prochain numéro. Et n'hésitez pas, si vous regardez à peu près au niveau de sa sortie, de ne pas regarder forcément seulement que notre opinion, mais potentiellement aussi l'opinion de d'autres personnes intéressées qui le posteraient probablement dans le channel du Discord FHC qui s'appelle seulement sur le Discord. Et vous pourrez probablement avoir l'avis d'autres personnes sur certains points. Oui, surtout ce qu'on a dit, oui, n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas d'accord sur les points. Allez écouter, parce qu'il y aura forcément des points de désaccord. Alors, je sens qu'il y en aura, facile. Je pense que, à mon avis, probablement pas sur Rémi, puisque je pense que maintenant il a compris, puis on en a parlé l'autre fois, il est au courant, mais peut-être sur d'autres points, on sera peut-être à même à avoir des petits débats là-bas sur certains points, mais bref. Je t'ai coupé dans ton intro. Ouais, il faut pas hésiter justement à mettre les choses claires et ce sera avec plaisir qu'on ait vos retours à ce sujet. On n'a pas la Nous science. vous remercions et nous vous disons à bientôt au prochain numéro. Ciao, merci.